Kafka, je suis psychiatre à Clermont-Ferrand. Je suis toujours ravi de venir et je remercie Argos de l'invitation. Navré du retard, hein, SNCF est très efficace, mais malgré tout, parfois en retard. Donc voilà. Donc on m'avait demandé de parler du sujet. Le thème, c'était une demande qui m'a été formulée sur cette application informatique et puis les applications pour smartphone. Alors pourquoi on m'a demandé, en fait je fais partie du comité scientifique qui a participé à la création de cette application. Donc en fait à ce titre-là, voilà, j'y ai participé à son élaboration. Donc j'ai une idée là-dessus. Alors je ne sais pas si vous avez du tout l'idée de ce que c'est cette application informatique. Alors je vais vous expliquer, hein, mais et est-ce que vous... Donc personne ne sait ce que c'est? Ok, donc c'est bien. Non, mais tant mieux, c'est comme ça vous allez voir. Et puis deuxièmement, en fait, sinon, est-ce que vous savez ce que sont de façon un peu générale les serious games? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit... c'est un mot que vous avez entendu, il y a un monsieur qui dit oui, alors peut-être, je ne sais pas, qu'on peut partager sur ce que vous savez des serious games, comme leur nom, la traduction littérale, ça serait les jeux sérieux. Simulation. Comment? Je dirais simulation en français. Oui, on peut dire simulation. Enfin, en tout cas, il y a quand même la notion. La simulation n'est pas forcément associée au côté ludique, comme par exemple les simulations pour les avions. Il y a beaucoup de travail sur le simulateur, mais c'est un peu, enfin, c'est cette logique-là. Sauf que là, ça se fait dans un contexte qui est un contexte ludique. Donc en fait, c'est des jeux. C'est le principe de jeu dont l'objectif est éducatif quand même, et éducatif et plutôt de l'apprentissage. Donc en fait c'est ça BipoLife, et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ces éléments-là. Alors malheureusement c'est pas très facile, je pourrais pas vous montrer, j'ai préparé un diaporama, c'est pas facile, je sais pas si on pourrait aller voir sur le site pour voir, on verra si éventuellement je peux tester tout à l'heure, je sais pas s'il y a de l'internet ici. Peut-être au travers de mon portable. Hein, oui, sinon avec le mien on peut, mais on verra ça tout à l'heure. Alors je vais vous parler de choses pour commencer, juste pour planter le décor. Chose dont vous avez probablement déjà entendu parler 50 000 fois, ça fera 51 001. Je vais vous parler d'éducation thérapeutique, psychoéducation, parce que simplement tous les outils dont je vais parler de BipoLife et après je vais parler des applications pour smartphone, sont des outils qui ont cette finalité. Mais pas seulement, vous allez voir, je vous montrerai un outil qui a une autre finalité. Comme évoqué en introduction, la démarche d'utilisation des outils Internet et de tout ce qui peut être les applis smartphone reste encore assez balbutiante dans notre pays. Moi, j'ai tendance à penser que quand on voit le niveau d'équipement en smartphone, d'abord en téléphone portable, en équipement Internet et en smartphone, alors on est à peu près, hein, il y a eu une étude qui a été publiée très récemment, j'ai lu ça il y a une dizaine de jours, on est à peu près en première moitié de tableau, le pays où il y a le plus de connexion Internet et la qualité de la connexion Internet, c'est l'Ukraine en Europe, mais la France est à peu près dans la première moitié de tableau. Je préfère être en France. Comment? Je préfère être en France qu'en Ukraine. Ah oui, ça je vous confirme aussi, mais en même temps, c'est pour ça que très fréquemment, il y a beaucoup de trucs de pirates, de sites de piratage qui sont situés en Ukraine, parce qu'en fait le débit est très très bon en Ukraine. Bon, c'est un détail, mais c'est intéressant de voir parce qu'on est toujours un peu surpris quand on voit ces résultats. L'Ukraine et la Roumanie sont les pays les mieux équipés avec les plus forts débits du réseau Internet en Europe. Donc, très rapidement, je vais vous parler d'éducation thérapeutique. Une fois de plus, on n'est pas très nombreux, donc on peut absolument, n'hésitez pas à m'interrompre sur des choses qui vous paraissent pas claires ou des précisions que vous voulez, ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et donc je vais vraiment parler de ça, parler de BipoLife et puis vous expliquer un petit peu comment on avait réfléchi ce truc-là. Et puis ensuite parler de toutes ces applications smartphone qui sont utilisées dans les troubles de l'humeur et troubles bipolaires plus particulièrement. Lorsqu'on regarde la notion d'éducation thérapeutique, alors vous voyez, ça c'est les aspects très généraux, hein, je pense que vous avez déjà tous entendu ça, le droit fondamental du malade d'être informé de la maladie et de ses traitements, c'est une charte, hein, c'est quelque chose d'ancien, et on voit l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration du pronostic fonctionnel, l'alliance thérapeutique, du traitement médicamenteux, et puis toutes les logiques d'éducation thérapeutique avec les programmes, et vous savez que depuis maintenant
4 ans, les ARS, donc c'est régionalisé, peuvent labelliser des programmes d'éducation thérapeutique dans différents domaines. C'est intéressant de voir que quand il y avait eu un rapport qui avait été rendu lors de la précédente législature, il y avait un rapport qui avait été rendu sur l'éducation thérapeutique, et bien évidemment, je dis bien évidemment parce qu'il est un peu malheureux, les troubles psychiatriques ne paraissaient absolument pas comme les objets, on va dire, spécifiques et privilégiés de l'éducation thérapeutique. On parlait du cancer, on parlait du diabète, on parlait du VIH, mais pas des troubles psychiatriques, ce qui est toujours un petit peu dommage, parce que, à mon avis, c'est quand même justement un élément important de la prise en charge et leur ratio. Alors bon, ça c'est parce qu'il y a tout un tas de définitions, l'éducation à la maladie, l'éducation au traitement, on voit bien la différence, la notion d'éducation thérapeutique que je viens d'évoquer, et puis une notion un peu plus globale qu'on emploie. Alors on voit bien que c'est des termes qui ont des notions de recouvrement, et donc l'éducation pour la santé. La notion vous voyez, c'est un aspect beaucoup plus général, et l'éducation pour la santé intègre des aspects qui sont probablement des aspects plus préventifs, puisqu'en fait la santé globale, c'est, vous savez, la définition de l'OMS, c'est l'état de bien-être physique, psychique et social, ce qui n'est pas tout à fait banal, et l'état de bonne santé, c'est ça. Donc cette notion de bien-être qui est importante. Alors en psychiatrie, on utilise souvent la notion de psychoéducation. Il y a tout un débat autour de ça, hein. Je veux dire, est-ce qu'il faut continuer à l'utiliser, pas l'utiliser? C'est un terme qui est assez consacré, qui est internationalement le terme qui est employé dans tout le monde. Avec la langue anglo-saxonne, on utilise vraiment beaucoup plus cette notion de psychoéducation. L'idée quand même, c'est que la psychoéducation est un peu plus englobante et un peu moins restrictive que la notion d'éducation thérapeutique, hein. Je reviens sur ce que j'ai dit, la notion d'éducation pour la santé est un peu plus générale. La psychoéducation prend en compte l'aspect quand même un peu plus général sur la représentation de la maladie, le vécu subjectif de la maladie, et un peu moins restrictive au traitement et à la gestion du traitement que l'éducation thérapeutique. Mais bon, c'est vraiment des problèmes de définition. Moi, à mon avis, c'est pas tellement. Allez-y, allez-y. Et où est-ce qu'on met les proches dans ce sujet-là, puisque vous savez bien où est la difficulté pour les proches? Bien sûr. C'est secret médical. C'est la réponse qu'on reçoit en tant que proche dans la plupart des relations avec les médecins. Ça, c'est ce qui a été dit au congrès organisé par l'association Schizoï en 2013. Et c'est ce qu'on vit quand on écrit à son responsable de CMT. Alors, il y a deux aspects différents de ce que vous venez de dire. Premièrement, la psychoéducation. Je parlais de psychoéducation. Psychoéducation avec les proches, ça a été évoqué. Bon, on a parlé de groupe de parole. C'est quand même. Enfin, la France est un pays. Alors, il ne faut pas non plus trop se flageller parce que il y a des choses qui se font ici, mais tout ce qui est ce domaine de l'éducation thérapeutique, de la psychoéducation, reste insuffisamment pratiqué en France, à mon avis. Donc, je le dis. Ça voilà. s'appelle le féminisme. Oui, mais bon, voilà. Dans mais le jargon des élus, ça s'appelle la disparité. Ça veut dire que selon l'endroit où vous habitez, ça peut être très bien ou ça peut être nul pointé. Tout à fait, mais je crois qu'il y a une variation en fonction de ça, et bon, je pense qu'on est là pour débattre, et l'idée qu'il faut essayer de développer ça, et moi je suis assez partie prenante dans l'idée de la promotion. Donc dans le domaine de la psychoéducation, il est très fréquent, et il y a beaucoup de travaux qui montrent l'intérêt d'associer les proches. Il y a des groupes de psychoéducation spécifiques pour les proches, des groupes qui sont organisés, et des outils qui sont organisés avec les proches et les patients, des outils spécifiquement pour les patients. Ça se fait régulièrement. Dans mon service, on a plusieurs groupes de psychoéducation pour différents types de pathologies, et on fait en fonction des groupes avec les patients et avec les proches par rapport à cela. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que vous avez évoqué, hein, je fais une digression donc par rapport à ce dont je parlais, mais pour répondre à votre question, il y a deux aspects différents. Travailler avec les proches dans le domaine de la psychiatrie, mais comme dans le domaine de toutes les pathologies, c'est quelque chose qui fait partie des recommandations et donc qui est censé être fait. Après qu'il puisse y avoir une problématique autour du secret médical, je veux dire, le secret médical, c'est pas un dichotomique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler avec les proches et avoir une certaine prudence par rapport à des éléments qui concernent la maladie. On est sans cesse confronté à ça, mon travail au quotidien, c'est ça. Je veux dire, globalement... Venez en région parisienne, vous allez voir ce qui se passe. Oui, je peux vous dire, les échos que j'ai dans les associations, ça vaut son pesant de bord. Je ne peux pas en dire plus. Moi, d'abord, moi, j'habite pas en région parisienne, donc, mais je ne dirais pas que clairement le parangon du travail avec les proches, mais en même temps,
je pense que on est là pour justement essayer d'évoquer ce genre de choses, et les choses ne peuvent se modifier que si les gens sont proactifs, et moi je suis pour le fait d'être proactif dans ce domaine. Donc en fait, je pense que ça fait partie de toute façon des recommandations, de la nécessité. Mais bon, une fois de plus, on a ces contraintes de secret médical et on doit essayer de gérer l'articulation entre l'absolue nécessité de travailler avec l'environnement, et qui est absolument, plus une fois de plus, qui vraiment fait partie des connaissances qu'on a à l'heure actuelle de la prise en charge de la maladie, toute pathologie confondue, et la manière dont on doit gérer des aspects de secret qui sont importants et qui doivent être respectés aussi. Et donc ça fait partie de la difficulté du... Vous savez, on est tenant dans la psychiatrie du respect de la libre circulation des personnes et de la privation de liberté dans un certain nombre de cas. Et c'est des notions qui génèrent des tensions quotidiennes, et qui font partie de la manière dont on essaie de traiter ça de manière pragmatique, et on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Ça s'appelle des situations de conflit qu'on rencontre les uns et les autres, et auxquelles vous êtes bien évidemment confrontés. Donc, globalement, voilà ces aspects de psychoéducation et ces objectifs: optimisation de traitements médicamenteux, prévenir les récidives, améliorer la qualité de vie, favoriser, entretenir l'alliance thérapeutique. Alors, le classement est pas... C'est souvent comme ça que c'est présenté. On peut débattre de ça, parce que de toute façon, c'est pas une hiérarchisation, c'est simplement différents éléments, et qui doivent être pris en compte les uns et les autres avec autant d'importance, puisqu'en fait, l'objectif, c'est quand même d'avoir, ce qui est vraiment le cas dans toutes les problématiques de pathologie chronique qu'on rencontre en médecine, c'est-à-dire c'est compliqué de prendre un traitement au long cours pour n'importe quel trouble. En psychiatrie, on rencontre fréquemment des troubles pour lesquels on a une chronicité qui existe, dans les troubles de l'humeur, mais pas seulement, et en fait on est obligé de gérer ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des grands tenants et aboutissants. Donc vous voyez, l'acceptation du trouble, lutter contre la stigmatisation, qui est un vrai problème. Moi, je fais partie, comme Antoine Pellissolo, qui va venir bientôt, d'une association, on travaille avec vous, de la Fondation Fondamentale. Et en fait, on avait fait un baromètre, on va dire, santé mentale, perception des Français de la santé mentale, qu'on a répété entre 2009 et 2014. On avait communiqué là-dessus, je ne sais pas si vous aviez vu ça. Et la vision péjorative qu'ont les Français de la santé mentale et les troubles psychiatriques reste extrêmement... ne se modifie pas. À 5 ans d'intervalle, on n'a eu aucune modification, et donc on a une grande difficulté à accepter. Donc il y a des campagnes, et bon, il faut savoir qu'il y a eu des campagnes qui ont été menées un peu partout dans le monde, avec des résultats quand même qui sont assez contrastés. C'est-à-dire lutter contre la stigmatisation des maladies psychiatriques, c'est pas quelque chose qui se fait simplement, parce que c'est des processus souvent assez complexes. Aux États-Unis, il a été montré qu'il y avait tout un mouvement d'information pour lutter contre la stigmatisation qui soulignait le caractère, qui mettait l'accent sur le caractère biologique d'un certain nombre de pathologies psychiatriques, soulignant qu'il s'agissait de maladies comme les autres, et ça a eu des effets délétères dans la perception des individus, puisqu'en fait les individus, la population générale américaine, a eu la perception que c'était des maladies justement qui étaient, qu'on ne pouvait pas traiter parce qu'elles avaient un caractère biologique et on n'avait pas d'outils. Donc vous voyez, c'était un choix qui avait été fait sur la lutte contre la stigmatisation, pensant que ça favoriserait les choses, et ça a eu un effet contre-productif. Améliorer l'observance, prévenir les abus de substances. Les abus de substances, c'est un problème extrêmement important à l'heure actuelle. Vous avez vu tous les chiffres récents, la consommation de cannabis chez les sujets jeunes en France, dans les 25 dernières années, est devenue extrêmement importante. La France est devenue, en particulier chez les jeunes, le pays d'Europe où on consomme, alors la consommation, les chiffres, c'est l'expérimentation, mais 60% de la population de 18 ans, 58%, a expérimenté au moins une fois du cannabis, et à peu près entre 20 et 30%, les chiffres sont variables, mais on a d'assez bonne épidémiologie pour une fois là-dessus, et on a une consommation régulière, ce qui est un vrai problème. Donc les symptômes annonciateurs de récidive, on revient sur les mêmes choses, et les personnes respecter la règle d'hygiène, améliorer les relations interpersonnelles, le fonctionnement social. Si j'ai remis ces objectifs-là, c'est parce que vous allez voir que les différents outils essayent, donc les outils électroniques, numériques, essayent de se centrer sur ces éléments-là. Et on est, à mon avis, au balbutiement du développement de ces outils, mais c'est un élément important.
D'où vous viennent vos statistiques sur la consommation de cannabis? Vous allez sur le site de l'OFDT, c'est les enquêtes qui sont faites régulièrement, ça a été communiqué encore la semaine dernière, et en fait c'est des enquêtes qui sont faites, le site est très bien fait, vous pouvez avoir les chiffres. Alors une fois de plus, c'est des enquêtes qui sont faites de façon répétée, donc on a beaucoup de données d'évolution. En France, ce qui a été constaté par de nombreux rapports, on a plutôt un déficit en production de données épidémiologiques dans pas mal de choses, par exemple les conséquences de maladies psychiatriques, le coût pour la société, le coût pour les individus, etc. Il y a quelques données qui commencent à sortir, mais on est plutôt en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Dans le domaine de la consommation de toxiques, au sens large, on a un observatoire qui fonctionne bien et le site est plutôt bien fait. Enfin, il y a vraiment des données assez de bonne qualité, avec un recueil assez efficace, et vraiment, des analyses sont plutôt pas mal faites, et puis vraiment, le site est très bien fait. Alors, il y a d'autres données, il y a pas mal de données dans le domaine, mais parce qu'en fait, c'est vraiment un objet d'étude épidémiologique depuis un certain temps. Rappelez-nous ce que ça veut dire EFDT, Observatoire français des drogues et toxicomanie. Mais vous allez sur le site internet et puis vous verrez, il y a vraiment, et puis vous pouvez vous positionner par rapport, il y a plein de portes d'entrée, il y a des tableaux interactifs, il y a des données, puis vous avez toutes les enquêtes qui sont faites de manière réitérée, notamment par exemple chez les jeunes, dans des escapades qui étaient faites de façon répétée, donc en fait c'est des enquêtes qui sont vraiment très bien faites. Et bon, on peut toujours, il y a des aspects déclaratifs, on peut toujours s'interroger sur le déclaratif, mais en même temps, c'est vraiment assez bien élaboré, on a à peu près... On a facilement, je crois que les premières données remontent au début des années 2000, je dirais 2002, la première grande enquête qui a été faite, et c'est refaite tous les 2 ou 3 ans. Oui, et là, c'est sorti récemment, je ne sais pas si vous avez vu dans le... De toute façon, il suffit d'aller dans la rue. Oui, bien sûr. C'est dramatique. Ouais, mais... De plus en plus jeune, c'est ça le problème. Non, tout à fait, mais à la fois il y a ça, mais en même temps, c'est vrai que là, on mesure, la banalisation de la consommation. C'est-à-dire que, en fait, en termes de normes, dès que vous avez plus de 50% qui expérimentent, ça veut dire que statistiquement, je parle statistiquement, c'est normal de consommer, d'expérimenter. Enfin, voilà. Une petite anecdote très rigolote. Tout à l'heure, une jeune fille me demandait au début de la rue où se trouvait la rue Cannabis. Ah oui. C'est effectivement une confusion fréquente, on va dire. Je révélateur. Donc voilà, donc l'idée de la psychoéducation, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que les abus de substances, alors c'est un peu une des limites qu'on a, mais pas que en France. En France, mais pas qu'en France, on a beaucoup de peine à monter des programmes communs. Politiquement, il y a longtemps c'était le cas, mais à l'heure actuelle, monter des programmes structurés, interpénétrés entre les prises en charge psychiatriques et les prises en charge addictologiques, c'est assez difficile. Et donc, il y a peu de programmes Quand je dis programme, ça veut dire au sens large l'organisation de soins qui permettent qui travaillent sur des programmes communs. Souvent, il est invoqué dans la littérature internationale de dire qu'il faut faire des prises en charge bifocales, c'est le terme qui est souvent employé. Après, quand vous rentrez dans les détails, il y a très peu d'équipes dans le monde qui arrivent à mettre en place ça. Bon, moi j'ai un service où j'ai un département d'addictologie, un département de psychiatrie. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont plein de patients communs, mais c'est très difficile, pourtant ils ne se disputent pas. Et non, pour se disputer, c'est une bonne raison de ne pas travailler ensemble, mais ils ne se disputent pas, mais ils ont de la difficulté à élaborer. Donc petit à petit ça change, ça a commencé à changer réellement, mais on a un peu de chemin à faire et c'est dommage parce qu'on a tendance à souligner l'impact de la consommation de substances toxiques, en particulier le cannabis bien sûr, mais aussi l'alcool, le tabac, pour des raisons autres, mais en même temps on les prend pas assez en charge. Dans les hôpitaux, on a tendance à avoir de la difficulté par exemple à favoriser le sevrage tabagique, etc., et à mettre en place des programmes pour ça. Et les médecins sont assez ambivalents par rapport à ça. Il y a d'autres facteurs de risque, notamment le sida. Oui, bien sûr. Parce que là, les associations, ACTOC, tout ça, ils ne veulent pas en parler. Des malades psychiques. Une fois de plus, ça dépend. Vous évoquez ça dépend, parce qu'en fait, on peut travailler avec... moi, je travaille avec
avec Aide depuis longtemps, et dans le dispositif, on travaille ensemble sur les problématiques qui sont d'interaction entre les troubles psychiatriques, la précarité et les consommations toxiques et les Par exemple, comment se fait-il que dans certains hôpitaux psychiatriques, il n'y ait pas de préservatif? Mais comment se fait-il? Tout simplement, comme il n'y a pas de préservatif et assez de mesures dans beaucoup d'autres endroits que les hôpitaux psychiatriques. On est bien d'accord. Non, mais ça fait partie de l'éducation à la santé. Alors, ça change un peu, mais ça change probablement pas assez vite que ce qu'on pourrait imaginer. Mais en même temps, la société ne change pas tout à fait aussi vite que ce qu'on pourrait imaginer, hein, parce que les débats autour de, par exemple, du financement dans les hôpitaux psychiatriques des substituts nicotiniques, ou des financements par les pharmacies des préservatifs. Moi, je me suis bagarré, j'ai obtenu ce que je voulais, mais ce n'était pas très simple, ça paraissait pas évident. Puis après, trouver de l'argent, etc. Donc en fait, il y a une vision globale de la société qui est un peu... Mais c'est valable, vous parlez des hôpitaux psychiatriques, mais dites-vous que les femmes enceintes, il y a très peu de femmes enceintes à qui on propose des substituts nicotiniques. Quelle que soit la connaissance qu'on ait du risque tabagique, les recommandations de l'OMS, c'est arrêter de fumer et arrêter de consommer des substances psychoactives dès qu'on a le projet de conception d'un enfant. Alcool aussi. Oui, mais substances psychoactives, ce que je disais. Donc, dès qu'on a le projet de conception, vous imaginez. Et en fait, quand vous expliquez ça à des gynécos, renseignez-vous, mais vous voyez que dans les maternités, donner des substituts nicotiniques alors que il y a beaucoup de mauvaises connaissances autour de ça, aux femmes enceintes, pour les aider à arrêter de fumer, c'est très très peu fait. Donc vous voyez, c'est pas juste... mais il n'empêche, on ne peut pas non plus se contenter de dire c'est peu fait. Il y a des mouvements, ça se fait, on arrive à mettre en œuvre, mais de plus, il faut que les uns et les autres soient... Il y a une certaine disparité. Tout à fait. C'est le principe même de notre belle République. Donc, le trouble bipolaire et l'éducation thérapeutique. Bipolaire qui s'est consacré au bipolaire, donc c'est pour ça que je vais parler du trouble bipolaire. Donc, pourquoi c'est une maladie pour laquelle ça a souvent été considéré qu'une maladie intéressante pour l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Et je disais, j'étais très surpris, moi, quand le rapport a été sorti, fait par Christian Saout, sur l'éducation thérapeutique, où les troubles psychiatriques, en particulier le trouble bipolaire, mais aussi le trouble schizophrénique, n'apparaissaient pas dans les maladies, entre guillemets, d'intérêt pour l'éducation thérapeutique, en tout cas prioritaire, ce qui est quand même étonnant, alors que c'est une maladie chronique, il y a des éléments de vocabulaire spécifiques, il y a des modalités de traitement qui sont assez complexes souvent. Le trouble bipolaire, c'est une maladie qui, comme elle évolue dans le temps, est souvent associée à des prises de plusieurs médicaments. Il y a souvent des symptômes qui sont annonciateurs de la rechute, les patients savent, ça varie en fonction des patients. Il y a un impact très fort sur le familial, social et professionnel. Il y a un impact très fort de l'organisation de l'hygiène de vie. C'est-à-dire que plus on a une hygiène de vie perturbée, en particulier les troubles du sommeil, de consommation de substances psychoactives, etc., plus on a des risques de rechute. Et c'est une maladie qui est stigmatisante, et donc on voit quand même l'intérêt. À côté de ça, donc, pour qui ça s'adresse, ça a pas mal été étudié. Il y a pas mal donc, une fois le diagnostic posé, y compris après le premier épisode, donc précocement, une fois la maladie stabilisée, ou vraiment lorsqu'on n'est plus en phase aiguë, parce que c'est souvent difficile, et effectivement, tous les gens qui sont proches, pour revenir, ça s'adresse à tous les gens proches. Comme vous le voyez, c'est ce que j'ai noté là. Et puis comment? Il y a des approches individuelles, des approches cognitivo-comportementales, mais on va y revenir, des approches centrées sur la famille. Mikovic, c'est un auteur californien qui a beaucoup travaillé dessus, qui est venu à Paris il y a 2 ans, je l'avais fait venir dans le cadre d'un travail, il avait fait une conférence, mais pour les professionnels. Et donc en fait, lui a travaillé essentiellement sur justement toutes les approches centrées à la famille, puis toutes les approches interpersonnelles. Donc c'est vraiment je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques, on peut en discuter si vous voulez, mais il y a vraiment différentes manières, avec différents objets, différentes constructions. Simplement, les Barcelonais sont très en pointe sur l'utilisation de ces outils, le développement de ces outils. Il y a des outils qu'ils ont fait qui ont été traduits. Et simplement pour montrer cette étude-là qui avait été faite, qui a été publiée dans une revue prestigieuse il y a maintenant 6 ans, dans le Journal of Psychiatry, donc par l'équipe d'Eduardo Vieta et de Francisco Colom. Et en fait, ils ont comparé l'utilisation de stratégies de psychoéducation et puis une prise en charge habituelle, des gens qui continuaient à être pris en charge dans un hôpital de jour, en consultation,
d'exploitation. Et en fait, vous voyez, c'est la différence en termes de rechute. Et donc, il y avait une diminution du taux de rechute à 5 ans. Hein. Donc, c'est un programme qui durait 6 mois, mais ils ont suivi les gens, donc les observés à 5 ans. Et donc, diminution du taux de rechute, dépressif et maniaque, diminution de la durée des épisodes et diminution du nombre et de la durée d'hospitalisation. Des impacts extrêmement forts, y compris qui se maintiennent dans le temps, donc ce qui montre que c'est des outils qu'on doit développer. Et puis, ça, c'est une autre étude qui a été faite, hein, qui est 71 patients, et donc avec un suivi dans le temps, et donc pareil, amélioration de l'adhésion au traitement, alors que les gens qui n'avaient pas une psychoéducation avaient une diminution d'adhésion dans le temps, ce qui est absolument logique, et donc pas très surprenant. Donc bon, ça, c'était simplement pour mettre en évidence. Alors, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, et en particulier pour les troubles bipolaires, il y a pas mal d'outils qui ont été développés. Dans la fondamentale, on a développé un outil qu'on a diffusé, on a formé pas mal de gens. Il y a d'autres outils qui ont été développés. L'équipe de Christian Gay a développé ça. Il y a un outil de Francisco Colon que je évoquais, d'Edouard Vieta, il y a un manuel qui a été développé. Et un certain nombre d'équipes essaient de développer, de mettre en place des stratégies comme ça. Ça s'est un peu augmenté depuis qu'il y a cette histoire de labellisation par les ARS, parce que les équipes se disent ça peut être pas mal de le faire, c'est bien, les hôpitaux poussent un peu à ça, donc ça devient quand même un peu moins l'exception. Malgré tout, il y avait eu une grande enquête en Europe qui avait été faite, hein, donc en Europe, hein, pas seulement en France, qu'on avait présentée donc dans le cadre d'un groupe, moi j'ai travaillé avec des Allemands là-dessus. Dans cette enquête européenne, on montrait qu'il y avait à peu près en Europe 20% des équipes de psychiatrie qui mettaient en œuvre des stratégies de psychoéducation. Donc cette enquête, elle a été publiée en 2011 et elle remontait à 2009. Je pense quand même que le chiffre a augmenté, mais vous voyez qu'on partait quand même qu'un cinquième des équipes. C'était assez cohérent en fonction des pays. On n'était pas particulièrement bas, la France par rapport aux autres pays européens, mais vous voyez que c'est une proposition en dépit des travaux. Là, je vais montrer 2 exemples, mais il y a de nombreux travaux qui montrent que c'est une manière importante, qui est insuffisamment développée, et qu'à mon avis, on doit développer. Je suis sûr de ça. Alors, à côté de ça, donc c'est une manière générale, et donc, comme je l'ai dit, il y a plein d'outils, et donc maintenant, je vais vous montrer, c'était vraiment le cadre, je vais vous montrer cet outil BipoLife, et à quoi ça sert, et puis je vous parlerai ensuite des applications smartphone. Alors, BipoLife, c'était... oui, pardon, j'avais oublié ça, c'était l'intérêt sur la qualité de vie. Une fois de plus, ce n'est pas un traitement curatif, mais c'est un outil, et ça améliore les choses. Donc, BipoLife, c'est un outil interactif et pédagogique. Alors, vous voyez, hein, ça a été fait avec le soutien d'AstraZeneca et d'Ubisoft. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire AstraZeneca, c'est un laboratoire, hein, donc il y a forcément un intérêt par rapport à ça, mais qui avait un intérêt à essayer de développer des stratégies parce que, il faut bien être clair, un laboratoire, c'est pas des philanthropes, hein, mais eux, ils ont intérêt à ce que les médicaments soient utilisés. Donc, ils ont des médicaments bipolaires, pour ça, ils avaient développé ça. Ubisoft, tout le monde sait ce qu'est Ubisoft, enfin, en tout cas, si on connaît les jeux vidéo, Ubisoft, c'est une très grosse entreprise de jeux vidéo française, hein, qui est un des leaders dans le domaine des jeux, et en fait, qui est intéressé justement par tout ce qui est jeux vidéo, les serious games dans le domaine de la santé. Donc en fait, ils se sont intéressés à ça, et en fait, il se trouve que bon, j'étais à l'interface de ça pour différentes raisons, et qu'on s'est retrouvé à essayer de développer cet outil. Donc cet outil, on l'a développé avec Philippe Nuss, j'ai vu qui intervenait, qui parlait, donc il faisait partie, il y avait Nicolas Franck de Lyon, il y avait Myriam Morel qui est à Marseille. Et donc on a développé cet outil et donc on a contribué à développement de l'outil en sachant que, il faut bien savoir que le gros boulot a été fait, nous on a proposé le travail on va dire plus conceptuel et le boulot de développement a été fait par Ubisoft. Je dois dire franchement que c'est une grosse boîte mais ils sont assez bons quand même. J'étais assez impressionné de leur qualité, de la qualité des gens, des développeurs. Moi, je n'avais jamais développé de jeux vidéo avant. Je pense que j'en développerai plus jamais de ma vie. Enfin, c'est pas moi qui les développais, mais j'étais impressionné de la manière dont ils étaient capables d'entendre ce qu'on disait, de comprendre à peu près les choses. On s'est pas mal réunis pas mal de fois, et c'était plutôt intéressant. Alors, l'idée générale, hein, c'est dans cette logique générale-là, c'est vous voyez ce qui est marqué là, la notion de rester réactif tout en maintenant une humeur stable.
Donc l'idée quand même, c'est qu'une thérapeutique, le traitement médicamenteux, ça fait pas tout, et que l'objectif du traitement, c'est pas de rendre les gens totalement aréactifs, mais on va essayer d'éviter les fluctuations d'humeur qui sont importantes, et d'essayer de voir comment on peut améliorer les choses en articulant ce problème de la psychoéducation avec le traitement, la psychothérapie éventuelle, les rythmes de vie, enfin tous ces éléments-là. Et donc, en fait, l'idée, c'était justement dans un contexte d'accompagnement du patient et de son entourage, et donc essayer de voir comment faire. Donc l'idée, c'est vraiment de développer cet outil. On l'a développé avec l'idée que ça puisse avoir une fonction pour les patients, pour les familles et pour le personnel soignant. C'est-à-dire, pas de la même manière que pour le personnel soignant, ça puisse être un outil dans la prise en charge et un outil d'appui à la psychoéducation, par exemple, que pour les patients, ça peut être, vous allez voir comment ça fonctionne, et ça puisse être un outil spécifique qui puisse contribuer à la connaissance de la maladie et dans la démarche psychoéducative à améliorer la gestion de la maladie. Et pour les familles et proches, ça puisse être pareil, un outil de compréhension des différentes problématiques et de compréhension de la complexité de la maladie, qui n'est pas facile à appréhender ni pour les patients ni pour les proches, bien évidemment. Alors, vous voyez, c'est défini comme ça, hein, c'est un peu formel, un outil d'appropriation de la connaissance. Donc c'est l'idée même du serious game, c'est ça, hein, c'est de dire que c'est un moyen, c'est pour ça que c'est un jeu sérieux, il y a une finalité, on va dire, d'apprentissage par rapport à l'objet du jeu. Alors on peut penser que les jeux vidéo de voiture, c'est la finalité pour devenir pilote de rallye ou voleur de voiture. Là, je sais pas, dans les GTO, c'est peut-être ça, hein, je veux dire, c'est la transmission de la connaissance, je ne suis pas sûr. Hein, moi, je suis une génération où j'ai regardé ça d'un peu loin, mais j'ai des enfants qui sont des professionnels du jeu vidéo, puis littéralement, donc, enfin comme la plupart des enfants, je pense, enfin comme beaucoup d'enfants en tout cas. Et donc en fait, ils ont probablement acquis des connaissances que j'imagine même pas, mais bon. Ça, c'est un élément, mais le côté serious game, c'est que c'est pensé quand même dans une idée de transmission, enfin je veux dire d'utilisation, de développement de connaissances par rapport à un objet qui est dans ce cas-là la problématique de la maladie. Renforcer la démarche de psychoéducation, donc c'est bien l'idée, c'est que c'est quand même quelque chose qui peut être un élément conjoint avec des stratégies de psychoéducation plus classiques, qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du vie du patient, c'est-à-dire avec un ordinateur. Le patient peut le faire chez lui s'il veut, etc. Et que le patient peut utiliser quand il est sensibilisé à ce besoin d'apprentissage. Il y a un caractère interactif, ça doit être complémentaire avec les stratégies, et puis c'est justement, ça peut servir de passerelle sur la manière dont ça fonctionne. Ça ne permet pas de faire le diagnostic, et ça ne remplace pas, bien sûr, tous les éléments de soins. Ce n'est pas l'idée, parce que vous savez qu'il y a eu un développement de stratégies de self-help. Donc Book, ça a commencé, puis des outils pour se soigner soi-même dans tous les domaines. Hein. Ça va du développement personnel à la gestion des maladies. Ce qui est important, ça donne des consignes, mais une fois de plus, se soigner tout seul, pourquoi pas, mais je veux dire, c'est quand même utile dans un certain nombre de cas. Enfin, en tout cas, appréhender seul les éléments liés à sa maladie, je pense que c'est important. Je pense que les professionnels sont quand même malgré tout utiles par rapport au diagnostic et à la prise en charge. Mais bon, je parle pour moi. Hein. Non, je ne vais pas dire autre chose. Alors, le principe même, c'est le principe... donc, ça a été un peu développé dans différents domaines. Il y a un autre outil que je ne présenterai pas là, qui est tout à fait autre chose, mais c'est l'utilisation d'avatars. Donc, un avatar, vous savez ce que c'est? C'est un personnage virtuel qui est créé par l'individu et qui agit par rapport à cela. Et en fait, parce que vous savez, dans les jeux vidéo, soit vous jouez comme si vous étiez en caméra subjective, donc vous voyez par exemple vos mains, ou le pistolet que vous tenez, ou je ne sais pas quoi, c'est quand même souvent ça, ou bien vous voyez un personnage. C'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, c'était une vraie question sur la manière de gérer ça. Et donc il y a quand même des études qui ont été faites là-dessus, sur le fait que, pas spécifiquement dans le trouble bipolaire, il y a des études qui montrent que dans la dimension d'apprentissage, l'avatar permet d'appréhender ce qui se passe tout en gardant une certaine distance. Donc c'était un choix qui avait été fait, donc que ce ne soit pas un jeu, vous voyez, à la première personne, où en fait on est le personnage, etc. Mais c'est un jeu où on gère un personnage. Donc ça ressemble à beaucoup de jeux comme les Sims, les trucs comme ça, tout un tas de jeux qui ont cette vertu souvent éducative. Et l'idée, c'est que ce personnage doit gérer sa vie quotidienne en essayant justement d'appréhender tous les paramètres qui influencent sur son état de santé.
on a vu que l'idée de psychoéducation, c'est la gestion de l'état de santé, et dans ce cas-là, c'est vraiment la gestion de son état de santé par rapport à tous les actes de la vie quotidienne. Alors bien évidemment, les éléments sont restreints, parce que pour développer un jeu qui peut se déployer sur l'échelle d'un pays ou tout comme ça, ou enfin d'une grande ville comme ça se fait avec certains jeux, quand même, ça demande des moyens qui ne sont pas tout à fait ceux du développement de ce jeu-là, mais en même temps, donc c'est restreint à l'habitat du personnage qui peut sortir, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, je vais vous montrer. Et l'objectif, c'est vraiment cet apprentissage essai-erreur. Alors, c'est le principe même, moi j'ai une mauvaise, mais je pense que c'est parce que je suis trop vieux, j'ai une mauvaise vision des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu des jeunes gens, ou enfin des adolescents, des enfants, des jeunes adultes jouer aux jeux vidéo. En fait, dans le jeu vidéo, l'intégration, moi quand je joue à un jeu vidéo par exemple, où je dois, je sais pas quoi, moi, tuer des aliens ou je sais pas quoi, j'ai toujours peur qu'ils me tuent, donc en fait j'essaie d'éviter qu'ils me tuent. En fait, dans la logique du jeu vidéo, en fait c'est un fonctionnement essai-erreur, et en fait il n'y a aucune importance de se faire tuer 250 fois, et en fait c'est simplement, chaque échec nourrit la réussite ultérieure. Donc c'est vraiment une logique propre aux jeux vidéo, enfin en tout cas, enfin moi je le dis franchement, je suis mauvais à ça parce que je n'arrive pas à m'empêcher d'essayer de pas me faire tuer, je veux dire. Non mais c'est un truc, je n'arrive pas à faire autrement, et en tout cas je peux vous dire que si pour avoir essayé de jouer, ça fait longtemps que je ne me confronte plus à des jeux adultes. Oui, mais est-ce que c'est pas vous qui êtes normal? Non, je crois pas, c'est que je réagis comme si c'était pas un jeu. C'est la version. Alors, en fait, eux, ils savent que c'est un jeu. Oui, donc intuitivement ou instinctivement, vous êtes normal. Oui, non, mais je pense, mais je n'arrive pas à dépasser je crois que c'est vraiment la limite, mais qui est culturelle, je pense, c'est-à-dire que je n'arrive pas à dépasser le fait d'être dans le jeu. C'est-à-dire de ne pas mettre dans le jeu au fait de mourir, jeté d'un truc. Oui, mais en même temps, je pense que, je veux dire, les jeunes adultes et les adolescents, il y a des problèmes d'addiction à Internet, ça existe, l'addiction aux jeux vidéo, ça existe, mais l'immense majorité des gens qui jouent ne sont pas addicts, et eux, ils ont une perception du jeu qui est différente. Mais voilà, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais je dis simplement que c'est intéressant parce que l'histoire de l'apprentissage essai-erreur, ça va vraiment avec cette logique du jeu vidéo, qui est une logique très particulière et qui est plutôt propre aux gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est une sorte de dissociation. Tout à fait. Mais sauf qu'elle n'est pas pathologique, on va dire, mais c'est la capacité, et c'était dans ce sens-là que la gestion de l'avatar était un élément aussi qui contribuait à ça. C'est un choix qui a été fait. Je dis, enfin, je ne sais pas si vous avez joué aux jeux vidéo, mais vous avez probablement expérimenté cette problématique-là. Il y a quelques études qui ont été faites, j'ai vu, sur l'augmentation de l'agressivité chez ces patients-là, et de confusion dans la vie réelle. C'est très, sincèrement, il y a pas mal d'études qui sont faites sur les jeux vidéo, les addictions aux jeux vidéo. C'est ceux qui font beaucoup d'études parce qu'ils sont le plus confrontés, c'est les Coréens. Et donc il y a vraiment une littérature assez abondante. Les données ne sont pas du tout aussi univoques que ça, parce que dire que ça augmente l'agressivité, en fait, il y a vraiment, globalement, l'addiction aux jeux vidéo et les troubles du comportement aux jeux vidéo, c'est plutôt souvent que ça démasque une vulnérabilité préexistante. Je ne pense pas que les jeux vidéo rendent les gens agressifs, simplement il y a... Oui, mais même y compris ce genre de jeu, il y a toutes sortes de genres de jeux. Je pense que, sincèrement, je pense que c'est un fait culturel qui démasque une vulnérabilité comme d'autres problèmes. Ce que je disais tout à l'heure, le cannabis, beaucoup de gens fument du cannabis. Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que peu de gens sont malades quand ils fument du cannabis. Sauf qu'on ne le sait pas à l'avance. C'est ça la problématique. C'est difficile d'avoir un discours autour du cannabis avec des gens qui fument et qui ne sont pas malades. Et il y a beaucoup, les générations avancent, et maintenant il y a à peu près 20% des gens de 40 ans qui, dans les études, 20% des gens de 40 ans fument du cannabis. Régulièrement. Pardon, ce ne sont pas expérimentateurs, c'est fument régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire fréquemment, mais fument régulièrement. Ça veut dire que leur attitude, eux, ils fument, et ça n'entraîne pas chez eux de troubles particuliers. Et donc ils ont une attitude éducative qui est compliquée, parce que comment dire à leurs enfants ne fumez pas, moi je le fais, c'est mauvais pour vous mais c'est bon pour moi. C'est un discours compliqué, et en fait qui fait la difficulté, et pour les jeux vidéo c'est la même chose, l'immense majorité des gens qui jouent. Ce matin j'ai vu en consultation un patient qui m'était adressé par son médecin du travail, parce que en fait
au cours de l'entretien de médecine du travail, il lui expliquait qu'il passait, c'est un homme de 47 ans, qui passait entre 3 et 4 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Et le médecin du travail trouvait que c'était pas bien, elle m'a dit ça exactement comme ça, je la connais bien, elle est plutôt sympa, c'est pas le problème. C'était pas bien parce qu'elle trouvait que si on n'allait pas dans la nature, on perdait le contact avec sa propre réalité. C'est quand même un jugement de valeur. Et, et il est venu me voir, il n'avait pas de toute souffrance, il n'a pas du tout de conséquences sur sa vie, il a une vie parfaitement équilibrée, sauf qu'il passe 3 heures par jour au lieu de faire des maquettes ou je sais pas quoi, hein, j'en sais rien. Et il disait, moi je viens vous voir parce qu'elle m'a dit de venir vous voir, c'est sympathique, il n'y a pas de souci, mais en même temps, moi j'ai pas de problème, quoi. Et j'ai dit au médecin, je pense qu'il n'a pas de problème. Je veux dire, on peut, et elle évaluée à l'aune d'un élément qui est une représentation du monde. Je pense que dans l'absolu, c'est bon pour tout le monde d'aller se promener, de faire des exercices physiques. Pour autant, ce n'est pas une obligation. C'est exactement. Il ne faut pas transformer quelque chose qui est bon d'une manière générale en un phénomène de morale. C'est bien ou c'est pas bien. Oui, dans ce cas de figure, mais par exemple au congrès de l'encéphale, il y a Amin Malouf qui a fini par une très belle conférence où il a fait de clôture, où il a fait l'apologie quand même du virtuel, de nouvelles possibilités de communication virtuelle dont cette génération montante et aussi le bénéficiaire, mais aussi la proie, puisqu'il y a des moyennes effarantes de regard de tout écran confondu jusqu'à 8 heures par jour, entre tablettes, ordinateurs professionnels, smartphones et que sais-je. Donc, est-ce que tout ça, ça ne se répercute pas d'une manière subtile, sournoise, subreptice sur la perception, voire sur la réalité elle-même? Mais enfin, c'est une question qu'on peut se poser, mais en fait, de manière très basique, hein, je vais répondre basique, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on, ni vous ni moi, on ne peut avoir d'idée de ça. Simplement, c'est juste la réalité actuelle. Je veux dire, on peut dire c'est bien ou c'est pas bien, de toute façon, ça existe. Et pour le coup, si je pense que par exemple, on peut légiférer sur la consommation de cannabis, et puis c'est un vrai débat, hein, je veux dire, parce je ne vais pas parler de ça, mais il y a un débat autour de ça. Hein, si vous, c'est en cours. Oui, il y a un débat en cours. Non, mais c'est pas ça, mais si vous regardez, l'ONU a conclu à 2 reprises, dont la dernière fois en octobre dernier, que la lutte contre la drogue était quelque chose, dans les manières dont elle est faite, qui était contre-productif, qui avait des conséquences délétères sur la société. Je veux dire, c'est pas des... La prohibition. C'est pas la prohibition. Tous les moyens qui sont mis sur la lutte contre la drogue, la prohibition, etc., ne sont pas mis sur la prévention. Et justement, on constate que les gens continuent de consommer et qu'au lieu de mettre de l'argent pour essayer justement de prévenir et d'évaluer qui sont les gens qui sont fragiles, eh ben on développe la prohibition qui ne fonctionne pas. Donc en fait, c'est un vrai débat. C'est juste pour dire qu'il y a plein de manières de regarder la problématique. Et le virtuel, je pense que c'est la même chose. C'est des choses qui ont une fonction, qui servent, mais qui ont des éléments péjoratifs. Mais quand on a inventé l'imprimerie, je veux dire, il y a des gens que, quand on regarde maintenant l'invention de l'imprimerie, ça a favorisé la diffusion des connaissances. Oui, et la modification de la structure sociale de la société en modifiant la religion. Vous aviez vous-même une réaction d'homme normal, vous aviez peur de nous faire tuer. Il s'agit de jeux violents pour la plupart. Non, il y a plein de jeux qui sont aliens. Mais une fois de plus, il y a plein de jeux qui ne sont pas violents et moi, je peux pas. Vous voyez, j'ai contribué à monter quelque chose qui est dans le virtuel. Je pense que la réalité, enfin, que à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui existe et qui, à mon avis, qui a une fonction. Donc après, moi, je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Et une fois de plus, si on connaît, il faut se garder de ce qui est raconté, etc. Si vous connaissez les jeux vidéo, je veux dire, vous savez que les jeux vidéo violents ne sont qu'une petite partie des jeux vidéo. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut dire que ça ne se résume pas à ça. Puis ça détend en plus. Mais il y a plein de gens qui trouvent ça très sympa, mais je veux dire, voilà. Hein. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai une fille qui jouait aux Sims. Le Sims, c'est un truc comme ça, comme le truc, c'est une sorte de vie comme ça, virtuelle. Et un jour, elle était, donc, je sais, ça va vous effrayer. Mais bon, en même temps, moi, ça me fait plutôt rigoler. Donc, mais après, c'est probablement parce que je suis psychiatre. Ma fille jouait aux Sims. Elle jouait aux Sims, donc vous faites une famille, puis c'est dans un truc, puis ils ont des trucs, ils ont des relations, construisez un machin, etc. Et puis elle dit, oh, elle m'énerve la mère de la famille, etc.
Elle était dans sa piscine, elle avait une belle maison, elle dit « Ah, ça fait suer parce que dans les Sims, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas comment les faire disparaître. » Elle a dit bah, « Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'échelle de la piscine, comme ça elle va se noyer. » Moi j'ai dit à ma femme, tu vois ce qui t'attend plus tard. Heureusement on n'a pas de piscine, hein, mais fais gaffe à l'échelle. Et ma fille et ma femme nous s'entendent pas mal. Je veux dire, elles n'étaient pas en conflit, etc. Je vous dis, c'est une anecdote que je raconte. Mais c'est juste pour dire, c'est quand même une agressivité extraordinaire. Je veux dire, elle enlève l'échelle pour la faire se noyer. On en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un truc un peu brutal. Alors moi, j'aurais pas pensé à ça. Mais après tout, pourquoi pas? Mais en même temps, on peut dire oui, elle exprimait son agressivité de sa mère. Je pense que c'était juste qu'elle était en train de jouer à un truc et qu'elle a fait ça et que moi je l'ai regardé effectivement horrifié et que c'était exactement pareil que si elle avait arraché un bras d'une de ses poupées. Quoi, je veux dire. Vous n'êtes pas freudien, quoi. Non, je suis pas freudien, mais peut-être que Freud, s'il avait vu ça, il n'aurait pas tiré forcément de conclusion. J'en sais rien, mais c'est parce que lui, il était au 19e siècle, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout le cas. Donc c'est comme ça. De toute façon, on fait la guerre depuis l'aube de l'humanité, il n'y avait pas de jeux vidéo. Hein. Exactement. On avait besoin de personne pour faire ça. On n'a pas besoin de jeux vidéo pour se bagarrer. Tout à fait d'accord. Donc simplement, juste pour revenir, pour recentrer un peu les choses, vous voyez, c'est un apprentissage essai-erreur, et je pense que c'était l'idée d'être adapté par rapport à cette logique de jeu vidéo, mais voilà, on peut enlever l'échelle de la piscine ou pas, et puis comme ça on passe à autre chose, on change de mer, etc. Donc en fait, l'avatar, il peut avoir différentes phases. Donc la manière dont ça a été fait, ça c'est ce que je disais, que c'est les ingénieurs d'Ubisoft ont beaucoup travaillé. C'est un lapsus terrible. Je l'ai fait plusieurs fois avec eux, à chaque fois ça les énervait. Ils ont utilisé tout un tas de paramètres, on leur a donné beaucoup d'informations, et ils ont réussi à produire 3 paramètres qui étaient un indicateur d'énergie, un indicateur d'humeur et un indicateur d'impact. L'idée pour nous, c'était bien évidemment, c'est très réducteur, on n'a pas la prétention de reproduire la complexité de la psyché humaine, mais simplement c'est de dire des éléments qu'on peut avoir présents dans le trouble bipolaire, c'est à la fois l'énergie qui est soit totalement absente dans les états dépressifs extrêmement intenses, soit extrêmement débordante, et puis l'humeur qui est donc la tonalité dont on voit les choses, et on peut avoir l'énergie avec une humeur péjorative, c'est des états mixtes par exemple, et qui essaie de s'exprimer tout au long de la journée, et puis son évolution. Et puis les impacts sur ce qu'on fait si par exemple on boit 1 litre de vodka, quel effet ça va avoir sur l'énergie et l'humeur, par exemple. Je dis 1 litre de vodka parce que c'est un des éléments, mais ça peut être plein d'autres choses. Décider de ne pas dormir de la nuit, de regarder des séries télévisées toute la nuit, ou jouer aux jeux vidéo toute la nuit, ou des choses comme ça. Donc en fait, on a rentré tout un tas de paramètres, hein, et ils ont réussi à, enfin moi je trouve, ça a été pas mal d'essais-erreurs aussi, mais à ajuster les choses. Et donc on voit une session, c'est une journée. Et donc le patient, il doit faire un certain nombre de choses dans la journée. Il peut aller se promener, il peut aller se coucher, manger, se préparer à manger, se laver, regarder la télé, faire un certain nombre de trucs. Et donc en fonction de ça, s'il décide, par exemple, j'évoquais qu'un des éléments de la psychoéducation, mais qu'on retrouve, qui est important dans le trouble bipolaire, mais dans toutes les pathologies psychiatriques, c'est les règles de vie hygiéno-diététiques, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à se coucher à des heures à peu près correctes, à manger à heure fixe, à avoir une alimentation équilibrée, enfin tous ces trucs-là, qui sont quand même des éléments de prévention du trouble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps se coucher tard, etc., mais c'est des éléments dont on sait qu'ils ont une fonction et qui peuvent être très déstructurés dans le trouble de l'humeur. Et en fait, c'est important d'essayer de les réguler. Donc en fait, après, ça fait des bilans, hein, les actions qui ont été efficaces, etc. Je vais vous montrer ce graphe parce que vous verrez tout à l'heure sur les applications smartphone, on retrouve des éléments qui, pas développés par ça, mais on s'était inspiré parce que ça ressemble à des outils de psychoéducation, des agendas de l'humeur. Et donc ça donne une courbe d'évolution, puis des commentaires qui sont faits, justement, qui sont plutôt des conseils de type psychoéducatif. Et donc, la manière dont on fait, les gens créent leur personnage. Donc ce qui est plutôt sympa, hein, je veux dire, il faut bien le voir, c'est que c'est vraiment le principe d'un jeu, ça reste un jeu, donc les gens peuvent créer un avatar qui leur ressemble ou pas du tout, et puis l'installer, et puis le principe même, c'est comme dans un jeu vidéo, vous pouvez faire tout un tas de conneries, et puis si ça ne marche pas, vous recommencez. Hein. Donc en fait, et vous pouvez décider de faire des conneries juste parce que ça vous amuse, et puis vous pouvez décider d'essayer de vous laisser guider par les consignes, c'est comme vous voulez. Je veux dire, c'est tout le principe justement d'essayer d'avoir ces éléments-là. Donc dans une première session, c'est la prise en main, on se familiarise, il faut se déplacer, etc.
C'est assez classique, ça ressemble à beaucoup aux Sims, hein, pour ceux qui connaissent, et des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a un psychiatre qui donne des concepts. Le sujet est censé avoir fait un épisode maniaque, alors il donne des conseils, il décrit les caractéristiques, les éléments, il insiste sur tous les éléments de la prise du traitement, l'hygiène de vie, la nécessité des signaux d'alerte. Et ensuite, le sujet organise, donc le sujet fait travailler sur, fait faire agir à sa guise son avatar, manger quand il veut, dormir quand il veut, avoir type d'activité, etc. Et ces éléments-là ont une action sur l'humeur et sur l'énergie. Et donc le but, c'est de partir à rester stable au cours de 3 journées virtuelles, donc 3 sessions. Donc en fait, globalement, hein, c'est vraiment de manière très pragmatique de mettre en œuvre un outil qui permet aux gens de se confronter à toutes les problématiques qui sont évoquées et d'avoir un certain nombre de conseils, de jouer avec la notion de quelque chose qui est à distance, hein, je veux dire une dissociation comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire on est une action, mais justement dont l'objectif c'est de favoriser l'apprentissage et en utilisant un moyen intermédiaire qui est le jeu, qui dans ce cas-là est un moyen intermédiaire intéressant parce qu'il permet justement de décentrer par rapport à soi-même. Donc on est vraiment dans un processus de décentration, hein, de dire on fait autre chose que simplement réagir, penser à soi, etc. Mais en même temps avec l'idée que ça permet d'intégrer les principes, on va dire, les plus protecteurs qui peuvent être étudiés en psychoéducation et qui contribuent aux résultats que j'évoquais tout à l'heure dans l'étude des colonnes, c'est-à-dire la diminution, y compris à 5 ans, des risques de rechute, de l'intensité des épisodes, de la gravité des épisodes. Donc ça c'est BipoLife, alors c'est assez simple, il suffit de se connecter, vous créez votre session de connexion. Il n'y a pas besoin de mot de passe. Alors, il y a 14 000 utilisateurs à l'heure actuelle. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer par rapport au nombre de patients sur bipolaire. Mais malgré tout, compte tenu de ce que j'évoquais. Et il y a une version qui a été développée maintenant, à partir de cette version initiale, en Roumanie, en Norvège, en Suède, en Belgique. Et donc, les gens utilisent. Alors, je pense, je vous le dis, je pense qu'Ubisoft a les éléments d'information sur la durée des sessions, la répétition, etc. Mais ils les donnent pas parce que c'est censé être super secret, je sais pas quoi. Je leur ai demandé, puis moi je voulais savoir par curiosité. AstraZeneca s'en occupe pas du tout, il n'est pas du tout impliqué là-dedans. Ils ont financé, etc. Mais ils n'ont pas du tout dans la gestion de trucs. C'était une des conditions, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais Ubisoft, moi je voulais savoir de manière globale, la durée des sessions, le nombre de trucs comme ça, mais ils n'ont pas voulu me les donner. Et je pense que je les obtiendrai pas. Je suis assez pessimiste parce je pense que pour eux c'est des informations qui font partie du secret. J'ai pas souvenir qu'on avait signé un truc où ils avaient dit qu'ils ne nous donneraient pas ces informations-là, mais je peux pas dire, j'en sais rien en fait. Donc en fait, je ne peux pas dire, mais par contre je sais qu'il y a un petit peu plus de 14 000 personnes différentes, hein, puisqu'en fait il y a vous êtes identifié avec l'adresse IP de votre ordinateur, donc ce qui est classique, donc pour Ubisoft c'est bien sûr le boulot, hein, mais donc ça permet de faire ça. Donc vous voyez cet outil, c'est vraiment un outil complémentaire dont l'objectif c'est vraiment de dire, utilisons les moyens actuels, favorisons le numérique, favorisons ces éléments-là en particulier chez les sujets jeunes, et puis voyons comment ils arrivent à intégrer ça en sachant que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne remplace rien, mais ça complète et ça peut être un élément intéressant qui peut peut-être toucher d'autres gens, peut-être avoir une modalité d'apprentissage un petit peu différente de ce qu'on fait, qui en plus, une fois de plus, peut se faire chez soi. Donc en fait, c'est-à-dire en dehors de la logique de l'hôpital par exemple, ou du groupe, etc. Donc bon, après, par des gens qui n'ont pas forcément envie de jouer à ça chez eux, hein, mais ça peut être quand même un élément important, intéressant, et sur lequel il peut travailler. Moi j'ai un certain nombre de patients qui ont fait les sessions, qui ont utilisé, certains ont trouvé ça super, d'autres ont trouvé ça très pénible. Ils ont tous été très gentils avec moi, mais bon, certains m'ont dit qu'ils l'avaient peu apprécié, enfin donc ils n'avaient pas réussi à s'impliquer, un truc comme ça. D'autres vraiment ont trouvé ça très bien. Bon, c'est la vie, hein, ça fait partie du truc. Et moi, par contre, je l'ai plutôt utilisé, peut-être à tort, hein, mais je le dis par rapport à moi, je l'ai plutôt utilisé chez les sujets jeunes, parce que je trouve quand même qu'il faut avoir cette logique-là, quoi. C'est-à-dire que
Moi, je dis, à part l'anecdote que je racontais de ma fille, jouer aux Sims, c'est un truc qui me fait pas trop marrer, quoi. La motivation, c'est pareil. J'ai d'autres trucs qui m'intéressent plus dans la vie que de faire ça. Et j'ai tendance, par assimilation, à penser que les gens, plutôt de ma génération, sont un peu moins intéressés par ça. Mais le monsieur que j'ai vu ce matin prouve que c'est pas vrai. Et je soigne une personne qui a une addiction par contre aux jeux vidéo, qui est de mon âge et qui joue 10 heures par jour. Elle a une vraie addiction. Vous savez, c'est des jeux en ligne, machin, ça. C'est pas du tout violent, mais c'est par contre, je peux vous dire, ça prend du temps. Et donc ça atteint tous les âges. Donc c'est probablement une erreur, enfin une erreur. C'est pas une erreur, c'est un choix que j'ai fait, moi ça s'est trouvé comme ça, et je sais pas, enfin, c'est vraiment, je pense, par analogie avec ma propre perception des choses. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Mais ça peut être très défoulant de tuer sa femme ou son mari. Mais là, on ne peut pas, hein, c'est pas prévu. Psychiatre, non, bien sûr, mais, non, mais je vous assure, peut-être j'aurais essayé plus les jeux vidéo. Vous avez raison. Pour l'instant, ça ne fait pas partie de mes plans de tuer ma femme, mais bon, je l'ai dit devant la caméra, j'aurais des témoins si je le fais en ligne. J'ai deux questions. Moi, j'aimerais bien tuer. Par rapport aux jeux vidéo, vous considérez l'addiction quand c'est quotidien et à partir d'un certain moment, combien d'heures à peu près? Bah, en fait, c'est extrêmement... Enfin bon, il y a des définitions qui sont de pas très bonne qualité. Dans le DSM-5, il y a une définition par rapport, vous savez, il y a la différence entre les gamers, les joueurs et les gamblers. Et il n'y a que les gamers qui rentrent... Donc c'est les joueurs au sens du jeu vidéo et les gamblers, ceux qui jouent d'argent, quoi. Et en fait, donc les gamers sont considérés quand même comme un... C'est pas considéré... Enfin, c'est un des critères, on considère que c'est ça. Et donc, c'est toujours le même principe, en fait. C'est quand le jeu vidéo, c'est pas tellement le critère d'heure, ça a des conséquences fonctionnelles et entraîne une souffrance. Parce que les gens vous disent... Hein, moi, la patiente que je vois qui joue 10 heures par jour, et j'en ai vu d'autres, hein, nous, on a une consultation spécifique addiction en ligne dans le service qui est gérée par une de mes collègues. Et donc elle fait pas que ça mais elle en fait pas mal quand même. Et on en a pas mal et en fait les gens ils sont en difficulté. C'est beaucoup plus facile, enfin facile c'est pas le terme, parce que c'est pas très facile à soigner, mais c'est les patients qui sont des addicts aux jeux vidéo sont plus des gens qui sont en demande de soins que par exemple les joueurs pathologiques qui vont jouer au casino, que souvent on récupère sur une forte pression sociale, de la famille, du surendettement, etc., et qui n'ont pas du tout de velléité de s'arrêter. Je veux dire, donc c'est pas donc le niveau, sincèrement, donc l'élément principal, c'est vraiment les conséquences. Alors moi, la patiente dont je parle, elle ne travaille pas. Donc, bon, elle ne travaille pas, elle n'a pas besoin de travailler, donc tant mieux pour elle, mais elle a un compagnon, etc. Et 10 heures de jeux vidéo par jour, c'est quand même beaucoup. Et ça, elle s'en rend compte, et elle en souffre, donc bon, ça va un peu mieux, mais bon, ça ne pas très, la réduit un peu, mais ça reste extrêmement difficile. Et enfin, je pense, parce que c'est très actuel, parce que bon, une fois de plus, ça s'améliore pas, mais il y a une vraie souffrance, une authentique difficulté. Et c'est vraiment entre guillemets, un besoin irrépressible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un ça n'a rien à voir avec l'éducation, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intense. Alors moi, j'ai mon dernier fils qui a 21 ans, qui, selon moi, joue toutes les nuits. Il vit la nuit et il dort le jour, il est au chômage. Bon, là, il vient de finir 8 semaines de tournage parce qu'il est dans l'audiovisuel. Et selon moi, je me pose la question de savoir si c'est par plaisir qu'il fait ça, ou s'il est dans Bah, si par exemple, quand il fait la période où vous dites qu'il a bossé pendant 8 semaines et il n'a pas joué, ça veut dire qu'il n'est pas addict, ça veut dire que ça lui fait plaisir. Non mais, mais je sais pas... Non mais s'il a travaillé et que ça s'est bien passé et tout ça, je veux dire, bon, voilà quoi. Non, honnêtement, je crois qu'il faut être assez prudent parce qu'on a tendance à avoir une vision assez normative par rapport à ça. Moi, je reste persuadé que c'est pathologique quand il y a souffrance et conséquences, quoi. Ouais, du temps, c'est des comportements, je veux dire... après, à partir de quand, quoi, on a le droit de jouer 1 heure, 2 heures, enfin je sais pas, moi, il y a des gens qui font plein de trucs, enfin je veux dire, moi je connaissais un type qui faisait à titre personnel, qui faisait des maquettes
5 heures par jour. C'est pas décrit l'addiction aux maquettes, oui, mais on dit c'est sa passion. Enfin, 5 heures par jour, sa femme, elle ne pourrait pas sa couple, ça a des conséquences sur son couple. Pour autant, personne n'a jamais dit c'est l'addiction aux maquettes, quoi. Je dis le truc, c'est quand même, quand on commence à regarder les choses avec cet éclairage-là, c'est compliqué, quoi, parce que, je veux dire, des gens qui vous décrivent, qui font des trucs d'une façon extrêmement soutenue, ce sont peut-être des tocs. Non, c'est simplement une activité où ils sont très impliqués, mais après, c'est la manière dont on équilibre les choses. Donc, bon, moi, je crois vraiment quand même qu'il faut faire attention pour ne pas étendre d'une façon inconsidérée le concept d'addiction à autre chose que ce que c'est, et je pense qu'il n'y a pas de souffrance et de conséquences. C'est peut-être une sale manie, mais c'est pas une maladie, je dirais. Et moi, je suis très très prudent parce que je n'ai pas pour objet de soigner toutes les sales manies. Quoi. Vous considérez que la systématicité, ce n'est pas un indice de l'addiction? Ah non, je considère que ce n'est pas une état d'addiction. S'il n'y a pas de souffrance et qu'il n'y a pas de conséquences. J'ai vu ce monsieur ce matin, il joue entre 3 et 4 heures par jour, il travaille, il a une vie satisfaisante, il ne se plaint pas, il va bien. Pourquoi moi je dirais qu'il vaut mieux qu'il aille se promener plutôt que de jouer à je sais pas quoi. Moi je veux dire, j'ai pas d'avis. Je veux dire, moi je préfère aller me promener que jouer aux jeux vidéo, mais c'est son problème, c'est pas. Enfin je veux dire, c'est sa vie quoi. On habite une belle région, je peux aller me promener, il fait beau, mais lui il préfère jouer à un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça peut faire moi j'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, je peux avoir un avis personnel, mais pas un avis professionnel. Professionnellement, en tant que psychiatre, j'ai pas d'avis là-dessus. Même quand c'est systématique, tous les jours, absolument, telle heure, absolument. temps. Moi, je collectionne les bandes dessinées, c'est tous certains les jours. ont d'amis quand même. Il y a des relations, oui, mais les amitiés sont appauvries souvent. Ouais, mais c'est un peu compliqué parce que c'est combien. Moi, je suis assez. Enfin, le côté fonctionnaliste, par exemple, il y a des outils de qualité de vie qui ont été développés notamment par les Américains. C'est on évalue votre qualité de vie notamment en sachant le nombre de contacts que vous avez avec votre famille ou vos amis. Et moi, je suis désolé, je trouve ça vachement difficile quand même. C'est quoi la norme? C'est combien d'amis on doit avoir, combien de fois on doit les voir? Moi, j'ai des amis que je vois jamais. Je les appelle 3 fois par an, pourtant c'est mes amis. Et en fait, et peut-être que c'est que je suis très bizarre. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'on est beaucoup à être très bizarre. Qu'est-ce que je veux dire? On est quand même beaucoup à avoir nos spécificités. Donc en fait, il faut être attentif à ça. C'est-à-dire qu'on a quand même une tendance faut décrire les choses, nous on utilise des critères, machin, etc. Mais en même temps, il faut faire attention à l'excès de normativité. Et moi, je suis pas du tout... je suis pas cool, je suis truc comme ça. Moi, je suis très attentif à la pathologie. Mais on peut, dans un certain nombre de cas, ne pas avoir de relations sociales, ça peut être des conséquences d'une maladie. Je suis absolument d'accord. Mais pas que ne pas avoir d'amis tout seul, ça peut être simplement qu'on n'a pas d'amis. Mais associé à tout un tas d'autres signes, moi je pourrais décrire des pathologies dans lesquelles on a moins de contacts sociaux. Je veux dire, et qui sont, dont on sait donc en fait, c'est un symptôme, on est d'accord. Mais pas tout seul. Quelles seraient ces pathologies? Dans les troubles schizophréniques, par exemple, dans les dépressions graves, vous n'avez pas de contacts sociaux. Enfin, il y a beaucoup de pathologies qui sont marquées par le repli, la phobie. Quand c'est compliqué de parler aux gens, je veux dire, vous avez quand même moins de contacts sociaux. Phobie sociale, c'est marqué, les gens se marient moins, par exemple. Il y a des données épidémiologiques qui montrent que quand vous avez des phobies sociales constituées, vous vous mariez moins. Et c'est pas illogique, je veux dire, pour se marier, il faut arriver à un moment donné à parler à quelqu'un. Autrement, c'est une autre époque. C'était une autre époque. Peut-être que c'est plus le cas, peut-être avec le virtuel, ça peut être autrement. Je ne sais pas, en fait, effectivement. Mais on parle d'autre chose. C'est vrai qu'effectivement, dans les campagnes, on peut faire venir des conjoints comme ça. Enfin, bon, passe. Donc, si j'avance un peu sur les smartphones. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'Ubisoft ne veut pas vous donner des données anonymes. Parce que vous pourriez faire un retour d'expérience. Non, mais absolument. Mais eux, ils considèrent que c'est important par rapport à leur, je veux dire, une sorte de. À mon avis, ils disent ça comme un secret industriel. Moi, sincèrement, je trouve ça. Moi, je ne m'étais même pas posé la question. Je voulais simplement avoir l'information. Et ils auraient même pu me mentir. J'aurais jamais su. Mais bon, visiblement, pour eux, c'était compliqué. Je le dis parce que ça a été vraiment. Il n'y a pas d'addiction quand même.
Non, je crois pas. Mais j'en sais rien. Par exemple, si on trouvait 10 personnes qui se sont connectées 1000 fois sur le truc, on pourrait se poser des questions. Je le dis, il n'y a pas de raison, mais vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est intéressant, parce que les gens, savoir si les gens reviennent ou pas, etc. Mais puis moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir la durée, si les gens faisaient les sessions complètes, combien de temps. Enfin, moi, ça m'intéressait beaucoup, mais je vous dis. Mais bon, peut-être j'y arriverai, mais j'ai demandé à plusieurs reprises. La dernière fois, je n'ai toujours pas réussi. Est-ce que les connexions sont en partage ou pas? Non, elles ne sont pas en partage. Avec, par exemple, l'équipe soignante? Non, elles ne sont pas en partage. D'accord. C'est compliqué de monter un système. Le logiciel, là, ça changerait de complexité. Faut pas aller trop vite, là. Oui, c'est un peu compliqué. Et comment vous arrivez à faciliter avec les proches, là, le dernier... En fait, l'idée, c'est que... Alors moi, ce que j'ai proposé déjà, c'est que... moi, certains patients avec qui j'ai utilisé ça, c'est de proposer à leurs proches de le faire. De faire eux-mêmes un avatar pour voir ce dont il s'agissait. Simplement aussi, parce que c'est intéressant, c'est de voir l'ensemble des règles qui sont préconisées, et puis simplement voir que c'est aussi compliqué, quoi. Être super rigoureux dans sa vie tous les jours, c'est compliqué quand même. Oui, puis il ne faut pas la réserver aux proches, il y a aussi les DRH, les chefs d'entreprise, les membres d'associations. Non, mais vous avez raison, dans un monde non virtuel merveilleux, vous avez parfaitement raison. Non, parce qu'en fait, cette application, elle devrait servir à tout à chacun pour se mettre à la place d'un bipolaire. Exactement. On est bien d'accord, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas se mettre à la place de... Il y a beaucoup de gens... Mais vous avez raison. Mais il y a des gens qui... Par exemple, des chefs d'entreprise ou des DRH devraient. Non, mais je suis absolument d'accord, vous avez parfaitement raison. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais bon, commençons par le commencement. Je veux dire, faisons en sorte que, comme on dise, qu'on arrive à le faire utiliser, déjà par les patients, déjà par les proches, dans ce contexte-là. C'est l'ARS qui a financé le... Non, c'est AstraZeneca qui a financé. Comment? C'est AstraZeneca qui a financé. Ah oui, d'accord. Donc les applications smartphone. Donc en fait j'ai cherché quand même parce que en fait moi j'utilise pas d'application smartphone. J'ai pensé en développer pour être tout à fait franc parce que ça m'intéresse, mais je suis perplexe autour de ça. Donc, je vais vous décrire ce qu'il y a et vous dire ma perplexité. Je veux dire, je pense que c'est intéressant, mais ça se discute. Donc quand vous tapez sur l'App Store, on dit 8 résultats. Si vous tapez en français, vous tapez en anglais. J'ai cherché le truc bipolaire. Bipolar disorder, vous en avez 46 résultats. Vous avez ces différents types, et il y a différents types d'applications. Donc premièrement, il y a des applications, c'est les forums de discussion. Donc ça c'est plutôt assez sympa, alors c'est en anglais. Il n'y en a pas en français, il suffirait d'en fabriquer un et de le monter, mais en fait avec donc, des éléments d'information, vous voyez, on voit des informations sur le type de bipolaire, donc quelqu'un qui explique, etc., ce que c'est bipolaire de type 2, etc. Puis des éléments autour de... J'ai fait un truc. Ah oui, là. J'ai fait très fort. J'ai fait un truc. Je suis super virtuel, moi. C'est les 8 heures que vous avez passé cette nuit au jeu vidéo. Exactement. Donc voilà, donc vous voyez, et donc des informations et des forums, les gens discutent. Donc vous voyez, il y en a un, il dit, il y a des manières, comment on réagit à une confrontation, et puis vous voyez, il y a des gens qui like ce qu'il dit, il y en a 53 qui font des commentaires, vous voyez là. Il y a des gens qui font des commentaires, etc. Donc on peut les télécharger, je veux dire, moi je les ai, là j'ai fait des captures d'écran pour vous les montrer, ça se télécharge, il y a des gens qui discutent. Bon, je donnerai tout à l'heure, je vous montrerai les débats qu'il y a eu autour de ça. Donc ça c'est un premier type, à mon avis, qui est assez intéressant. Organiser des forums de discussion. Il y a des problématiques autour des forums, c'est comment on les anime, comment ça se passe, comment on les contrôle, etc. Parce que des fois les forums c'est compliqué, on sait bien que tous les forums sont parfois complexes. Mais à mon avis c'est quelque chose, et une association pourrait monter un forum de ce type avec une application, je pense que ça serait utile. Les agendas de l'humeur, alors vous avez vu, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise comme un outil de psychoéducation, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de repérer l'évolution de leur humeur. Donc il y a plusieurs, alors celle-ci, c'est le logo de Lundbeck, c'est Lundbeck qui la finance, alors elle est gratuite, ça c'en est une autre. Je l'ai mise comme ça parce qu'on peut pas on est obligé de le mettre comme ça, vous voyez. Donc on code son truc et ça produit des graphes. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est vraiment typiquement
la problématique de la psychoéducation avec l'idée qu'on s'évalue et on regarde un peu ce qui se passe et on peut regarder a posteriori et ça rentre dans cette logique-là et faire des liens entre des événements, des modifications de l'habitude de vie, etc. et l'évolution de l'humeur. Donc vous voyez, avec les différents paramètres, l'historique, les médicaments pris, enfin, etc. Et donc c'est plutôt pas mal fait. Donc ça, il y a plusieurs outils de ce type-là. Ça, c'est un outil qui est en développement. Alors ça, c'est pas banal quand même. Et donc il n'est pas commercialisé encore, cette application. Elle est développée par l'Université du Michigan. Et en fait, ça c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ça va fonctionner, mais c'est un peu enfin, c'est intéressant. Il travaille sur le timbre de voix. C'est-à-dire qu'il travaille sur les modifications du timbre de voix d'un individu donné en fonction de son état de santé. C'est-à-dire sur le fait que quand on est déprimé, on parle plus lentement comme ça, quand on est maniaque, on parle de manière plus intense, avec plus fort et plus vite. Donc c'est pas seulement le timbre de voix, c'est la manière de parler. Donc il détecte ça pour chaque individu. Et avec justement une évaluation de l'état de l'humeur. Donc ils sont en train de tester, hein, il y a une étude en cours, une évaluation de l'état de l'humeur, et donc justement une caractérisation, vous voyez, sur savoir si le sujet est maniaque, timide ou déprimé, et justement tout un débat, hein, c'est évoqué, de prévenir le clinicien ou la famille, c'est-à-dire donner l'information par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment expérimental, c'est un outil de recherche, mais c'est en cours, hein, ils ont montré les premiers résultats il y a 6 mois. Et à mon avis, ça va arriver comme outil. Alors après, ça peut être effrayant, hein, et puis il suffit de ne pas téléphoner, il suffit d'avoir un autre téléphone, hein, c'est pas un problème. À notre époque, c'est pas compliqué. Mais en même temps, c'est quand même intéressant de voir que c'est une logique de repérage. La question, c'est de savoir à qui va l'information, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, un outil pour donner à quelqu'un qui a un trouble bipolaire, qui est conscient de son trouble, mais parfois qui peut avoir de la difficulté à repérer le début, si l'outil lui donne un indice, ça peut être un outil de retour, de feedback, hein, qui permet de favoriser ça. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, parce que là on est vraiment sur une identification, et je trouve que bon, on va voir, hein, ça posera probablement sur la manière de l'employer, mais je trouve ça plutôt... ça m'a plutôt intéressé, c'est pour ça que je voulais présenter. Vous enregistrez la conversation, c'est ça? Non, pas du tout, c'est simplement le... On sache, non, c'est le logiciel qui fait ça. C'est-à-dire que le sujet étalonne, avec sa propre voix, et il étalonne par rapport à la dépression, par rapport à la manie. Et donc en fait, le logiciel traite ça et voit si les caractéristiques de la voix correspondent à quand il était déprimé, quand il était maniaque. Et donc en fait ça donne, et donc après c'est pas, ça remplace pas le diagnostic, ça donne simplement une information, et donc ça peut donner une information, ça pourrait, moi l'idée que j'en aurais, ça serait que ça pourrait donner une information à une personne en disant en ce moment vous commencez à avoir un timbre qui est proche de ce que vous avez pendant l'état maniaque, faites attention à ce que vous dormez bien, etc. Enfin, rentrer dans cette logique là. Et après 3 whisky, un cigare. C'est à tester aussi, je dirais. On va avoir accès à ce genre de... ça, il est en développement, hein, donc je dis, c'est l'Université Michigan. Qu'est-ce qu'on va taper pour y aller? Là, pour l'instant, on ne peut pas taper ça. Il y a les informations sur le développement. Qu'est-ce que ça sera le mot-clé pour... le système, là, vous pouvez aller chercher sur... Plus tard, qu'est-ce qu'il y aura comme mot-clé? Je ne sais pas très bien, bipolar disorder, j'imagine. Mais là, si vous cherchez... je donnerai ce que je disais, je laisserai le diaporama si vous voulez le diffuser, comme ça vous pouvez regarder le truc. Il n'est pas accessible celui-là au public. Non, c'est une stratégie de recherche, donc il n'est pas achetable, hein, mais c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui peut se faire. Ça, c'est un outil que c'est donc l'équipe espagnole dont je parlais tout à l'heure, l'équipe de Barcelone, d'Eduardo Vieta et donc Francisco Colom, qui développe cet outil. Donc c'est pas encore opérationnel, ça c'est la publication qui vient d'être publiée, mais vraiment il y a quelques mois, du travail qui sont en cours, et ils sont en train de faire, donc ils ont monté un outil de psychoéducation, vous voyez, qui reprend le même type de choses que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qui permet de faire un agenda, qui permet d'évaluer le niveau de son humeur, qui permet donc de façon journalière au milieu, de façon sur la semaine, et donc qui permet, vous voyez, de tester quotidiennement, de définir son niveau d'énergie, la durée de sommeil, l'irritabilité, le fait d'avoir pris les traitements, qui pose des questions, l'évaluation, et qui donne en fonction de ces éléments-là, donc qui enregistre les éléments pour le sujet,
et qui permettent de travailler avec le clinicien, la famille, etc. Et donc qui donnent spontanément des conseils psychoéducatifs, là c'est en espagnol, vous voyez, des messages sur le fait qu'il faut faire attention, etc. Et aussi, quand l'humeur descend à un certain niveau, des messages du risque suicidaire qui apparaît, du risque suicidaire et de prévenir les gens. Donc ils sont en train d'évaluation de cet outil, hein. Et donc en fait cette équipe là qui avait fait cette étude que j'ai montrée tout à l'heure, donc qui montrait cet impact de leur programme de psychoéducation à 5 ans, ils développent cet outil là, et pour eux c'est vraiment un support, hein. Ça ne changera pas sur les messages, sur la logique de la psychoéducation, mais c'est un support à proprement parler qui paraît intéressant et qui à mon avis sera disponible. On travaille avec l'équipe d'Edouard Vita, hein, que je connais bien, et probablement que quand on va voir pour essayer de valider avec eux, et ça sera probablement des choses qu'on va essayer de mettre en avant. Donc il y a pour finir, deux données par rapport à ces outils sur les outils informatiques. Donc ça c'est une étude qualitative. C'est quoi une étude qualitative? Vous savez, c'est contrairement aux études quantifiées, etc. On interroge des gens et c'est les recherches qui sont développées à partir des stratégies en sciences humaines et en fait qui permettent d'interroger des gens pour savoir ce qu'ils pensent d'un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, c'était par rapport aux outils informatiques. Donc 18 patients bipolaires qui ont utilisé des outils comme ça sur Internet. Donc ils disaient qu'ils trouvaient que c'était des outils qui étaient assez flexibles et accessibles, en particulier le fait de pouvoir le faire dans un environnement privé. Il disait par contre qu'en termes de faisabilité, en fait la maladie peut, quand on est en phase aiguë par exemple, on peut avoir de la peine à s'asseoir devant son ordinateur et que c'est pas forcément réaliste dans ces moments-là. En termes d'accessibilité, ils disent que la clarté du contenu, la qualité du contenu est importante, bon, ça c'est logique. Ils disent qu'il n'y a pas assez d'interactivité avec l'agenda de l'humeur. Alors c'est un peu ce à quoi a remédié l'équipe de Vieta, hein, quand ils essaient d'avoir quelque chose qui envoie des messages pour justement par rapport à l'humeur. C'était une des critiques qui était faite. Donc vous voyez, le manque d'activité sur les forums, c'est un des problèmes. Hein. Les forums, il faut que ça soit animé, parce que sinon, si vous avez des messages qui sont poussiéreux, parce qu'ils ont 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est quand même moins intéressant. Eux soulignaient l'intérêt de développer des applications sur smartphone. Un problème, hein, la sociabilité par rapport à l'apprentissage en groupe, on revient sur la problématique du virtuel et moins de contacts sociaux, c'est évident, mais en même temps, c'est aussi plus facile. Et il disait que, mais c'est une fois de plus, c'est des patients interrogés, là, hein, je veux dire, que peut-être ça serait plus acceptable de faire ça tout seul pour des patients nouvellement diagnostiqués que d'aller dans un groupe, qui peut avoir un effet à la fois soutenant ou un effet effrayant initialement. Donc c'est une vraie question, et que ça pouvait être pour certains patients mieux. Et puis l'impact, bon, chez quelqu'un qui a été diagnostiqué depuis longtemps, ces outils pour les gens, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, parce qu'ils connaissent les trucs. Par contre, pour ceux qui ont un diagnostic récent, ça pourrait être intéressant. Amélioration de la conscience de soi, et c'est vraiment la logique de l'agenda de l'humeur, etc. Le changement du comportement à la suite du programme dans les attitudes des médicaments, donc une efficacité quand même, une meilleure compréhension des autres, il disait par rapport à l'entourage, parce que justement, c'est des choses qui sont assez facilement montrables et qui permettent de dire, regarde, mon humeur a fluctue comme ci et comme ça, et donc avec un élément d'amélioration de l'interaction avec l'environnement. Et il y a une étude qui a comparé les smartphones, l'agenda de l'humeur sur les smartphones et papier-crayon. Et en fait, globalement, les gens utilisaient moins le smartphone, mais ce qui était rigolo, c'est que la correspondance faite par le smartphone correspondait mieux avec l'évaluation du clinicien. C'est-à-dire que les patients qui s'évaluaient sur le smartphone, probablement parce que c'est préformé, enfin je ne sais pas très bien pourquoi, ils ne disaient pas, les auteurs qui ont publié ça, c'est des Américains, ils ne donnaient pas d'explication, enfin d'hypothèse, et c'était plutôt ça intéressant comme idée, parce que voilà, peut-être que c'est plus, enfin, qu'il y ait une meilleure concordance, peut-être que ça contribue à... Peut-être, enfin en tout cas c'est bon, il faut le valider, hein, 56 participants c'est pas beaucoup, mais c'était un élément. Et enfin, il y a une intervention smartphone sur smartphone contre papier-crayon hein, chez les patients bipolaires, 82 patients qui ont été répartis, elle vient d'être publiée, hein, date de mars 2015. Et donc avec taux de rétention, c'est hyper important parce que c'est 93% des gens sont restés dans l'étude, ce qui est très énorme, hein, je veux dire ça témoigne de l'intérêt. Et donc un effet plus marqué sur les symptômes négatifs, justement sur le repli, c'est intéressant, c'est le repli et le manque de contacts sociaux, un effet plus marqué dans le groupe smartphone, mais ça ne se maintient pas à 24 semaines, pas de vraie différence sur les symptômes maniaques, mais une bonne acceptation, et la question c'est de savoir si ça se maintient. En tout cas, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est au moins aussi efficace, et que peut-être ça a des petites caractéristiques, mais il faut les confirmer.
Donc en fait, quand même des outils dont on voit que, une fois de plus, à l'ère du numérique, à l'ère des applis pour faire tout et n'importe quoi, réserver un taxi, réserver un restaurant, faire je sais pas quoi, le train, le machin, le truc, se faire siffler, et ben on se rend compte de cet intérêt. Et à mon avis, je pense que c'est vraiment, on voit des outils différents. Donc on voit quand même que ces applis smartphones sont des outils qui, petit à petit, ne peuvent que renforcer les stratégies de psychoéducation, favoriser un certain nombre de choses, et puis peut-être certaines applis, comme j'évoquais, comme ce truc expérimental qui développe dans les États-Unis, seront peut-être des outils encore plus précis, justement pour ce qu'évoquaient certains patients dans cette étude qualitative que je montrais, l'amélioration de la conscience, de la connaissance de soi, de la conscience de soi, mais aussi le partage avec l'environnement. Ça peut être un élément intéressant et important. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur tous ces trucs et machins. Je le dis comme ça parce que voilà, mais moi personnellement, j'ai tendance à penser que c'est vraiment des éléments qui font partie du paysage. Vous évoquiez la quantité d'heures qu'on passe dans les écrans, c'est sûr, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on reparte en arrière. Et je pense qu'on a intérêt à avoir des outils qui permettent d'utiliser ces stratégies-là et peut-être d'en tirer. C'est peut-être tout ce qui manque encore à l'heure actuelle, d'essayer d'en tirer la subscientifique moelle. C'est-à-dire que quitte à employer du virtuel, que ça serve particulièrement à quelque chose. Il y a des pistes, comme je le disais, peut-être c'est plus fiable dans l'expression pour l'agenda de l'humeur, peut-être ça favorise le partage, peut-être ça permet d'avoir plus de retours, parce que c'est des choses, parce que garder un agenda de l'humeur papier dans un coin, dans son téléphone, c'est pas compliqué de regarder, tiens, il y a 3 semaines j'étais comme ça, enfin ce genre de choses. Et je pense que tous ces éléments-là, c'est vraiment des intérêts spécifiques qu'il va falloir petit à petit explorer, mais à mon avis, qui est intérêt développé. Et je pense que par exemple pour les forums, ça pourrait être tout à fait intéressant. Est-ce que ça renforce le lien social ou pas trop, ou c'est stable par rapport à... On n'a pas d'éléments qui traitent, qui évaluent, là, à l'heure actuelle, on n'a pas cette évaluation-là. Donc je pense que voilà, on sait bien, c'est tout le débat, on est plus connecté qu'avant, mais en même temps, les gens, c'est quoi les liens virtuels, mais bon, en même temps, d'une certaine manière... je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser des questions là-dessus. Moi, je pense que c'est intéressant de se poser des questions sur ces problématiques-là, sans aucun doute. Pour autant, d'une certaine manière, c'est pas le sujet principal là. Le sujet principal, c'est de se dire, c'est des outils qu'on peut essayer d'employer, qui peuvent peut-être favoriser les choses chez les patients, chez les proches, et favoriser peut-être la diffusion pour les équipes, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à penser, allons-y. Pour les statistiques, les personnes qu'on a sollicitées ou qui se sont portées volontaires pour faire ces études, il y avait une moyenne d'âge, ou il y avait l'âge contribue aussi à ça. Dans l'étude c'est plutôt des sujets qui étaient jeunes, enfin c'était jeune, c'est pas si jeune que ça, parce que c'est des sujets qui étaient entre 35 et 40 ans. Je crois que la moyenne d'âge c'était de 36 ans, ce qui est pas... Ouais, c'est super jeune, je trouve, moi aussi, mais bon, il y a plein de gens qui pensent qu'à 36 ans on est quand même super vieux, quoi. Pour les jeux vidéo, mais bon, tout est relatif. L'âge c'est... Moi je suis... voilà, donc c'est simplement 36 ans par rapport à la maladie, c'est relativement à la fois, c'est pas si jeune que ça, mais c'est relativement jeune dans la maladie. Pardon, allez-y. Oui, merci. Après vous avoir écouté, moi on a l'impression que ces outils, notamment les smartphones, sont visiblement pour le futur très prometteurs. Moi-même dans mon passé, j'ai travaillé un peu dans ce domaine-là des télécommunications pour la santé, je connaissais ça très bien. Mais avant d'en parler, vous nous avez dit que vous restiez quand même un peu perplexe. Vous avez quelques prétentions vis-à-vis de l'utilisation. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les freins que vous avez encore vis-à-vis de l'utilisation ? En fait, je pense qu'il faut arriver à s'approprier la manière dont on utilise ces outils. Comme j'ai montré, par exemple, je vais parler des applis smartphones. Les applis smartphones, on voit que ce sont des outils qui sont de nature différente. Les forums, l'agenda de l'humeur, des trucs de psychoéducation, etc. Et en fait, très concrètement, l'agenda de l'humeur, c'est quelque chose que j'utilise, mais pas tout le temps. Et
je me suis posé la question, donc moi dans ma pratique, hein, donc en préparant ce topo, c'est pour ça que j'ai regardé un certain nombre de choses quand même, mais moi dans ma pratique, j'ai trouvé que on était, en y réfléchissant, j'utilise les agendas de l'humeur, pas chez tous les patients. Et donc après, je me dis, bon, à quoi ça me sert véritablement? Et en travaillant sur le topo, je me suis rendu compte peut-être l'aspect de partager avec l'environnement, par rapport à ci, par rapport à ça, l'archivage, comme j'évoquais, etc. Et à mon avis, ce sont des éléments d'intérêt auxquels j'avais, moi, personnellement, pas réfléchi. Et je ne m'étais pas dit, et donc en fait, j'étais un peu en me demandant que ci, que ça. Donc c'est ce genre de perplexité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en fait, je pense... Moi, je l'ai vu, hein, quand on a développé l'outil BipoLife, on a travaillé avec des gens, et moi, comme je disais, j'avais jamais travaillé avec des développeurs qui ont des idées par rapport à ça, et par rapport à ces histoires de balance d'énergie, etc. Nous, on était dans une vision très médicale, et eux, ils arrivent, malgré tout, à synthétiser ça, à le simplifier pour que ça devienne un prototype, un modèle. C'est pas la réalité, c'est juste une réalité virtuelle, qui est beaucoup plus pauvre que la réalité, etc. Et je pense qu'il faudrait bosser avec des gens comme ça pour savoir quoi faire. Et moi, on avait essayé de travailler sur le développement d'une application et j'arrivais pas à voir exactement qu'est-ce que ça apportait d'innovant. Et moi, je pense qu'il faudrait travailler avec des gens qui font des applications. Et c'est ce que fait Google. Hein. Je veux dire, c'est-à-dire que, à mon avis, le marché, il va être pris par ces gens-là parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas la logique. Nous, on est prisonniers de notre représentation de la santé, de ci, de ça, des outils qu'on a, y compris les jeunes qui utilisent ça. On est prisonniers, on est formatés. Il vaut mieux des gens qui viennent du milieu des télécoms, du développement de ces trucs-là, qui eux ont la capacité, à mon avis, à inventer des utilisations que nous, on n'arrive pas à imaginer. Donc je suis un peu perplexe parce que je pense que je suis trop formaté pour arriver à être véritablement créatif dans le domaine. Hormis à refaire des trucs, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on refait des trucs qui sont des trucs qui existent en papier-crayon. Donc on voit bien qu'il y a des petits intérêts, mais c'est quand même pas très novateur, quoi. C'est pour ça que ça me laisse perplexe et je me dis, bon voilà, donc moi ça m'a fait réfléchir à des utilisations, ce que je disais, mais je pense que pour vraiment basculer, il faudrait, je suis d'accord. Voilà, il faudrait avoir un autre champ de connaissances. Moi je pense que les médecins ne sont pas bons pour ça en fait. Une petite idée. Petite question en fait, sur l'agenda de l'humeur, donc en gros, typiquement l'application espagnole que vous nous avez présentée à la fin, en fait elle est 100% basée sur des saisies au niveau de l'utilisateur en fait. Tout à fait. Il n'y a rien qui est mesuré en direct par l'iPhone ou non, tout à fait. Okay. Non, là dans les et du coup, en fait, la seule que vous avez présentée qui va prendre directement des mesures, c'est l'appli du Michigan. Tout à fait. Et l'appli du Michigan, moi je suis un peu plus issu du monde informatique. Pour moi, l'appli du Michigan, donc ce qui mesure, c'est la parole, quoi. Enfin, le débit, enfin, est-ce que ça va vite, pas vite, haut, pas haut, je ne sais pas trop quoi. Mais après, pour moi, si ils conjuguaient ça avec des applis qui existent et qui sont complètement dans le domaine public, qui monitorent par exemple le sommeil, des applis qui monitorent la durée des appels, la fréquence des appels, les heures des appels, est-ce qu'on appelle à 2 h du matin ou est-ce qu'on appelle, est-ce qu'on appelle à 2 h du matin ses super potes ou est-ce qu'on les appelle plus du tout pendant 2 mois? Si on rajoutait ça, si on rajoutait une appli de géolocalisation, c'était à 2 h du matin encore sorti, c'était un barrage vite ou un bar tout court, enfin voilà, appli de géolocalisation, on rajoute ça. On rajoute des applis conduite, vitesse, machin, chose et tout ça, comme font les boîtes d'assurance pour voir si c'est des conducteurs qui sont un peu borderline ou qui conduisent au contraire vachement comme des centenaires. Voilà. Avec ça, enfin, si on est capable de mettre tous ces trucs-là, l'appli du Michigan, elle est... oui, bien sûr, mais vous avez raison, après ça pose un problème, vous voyez bien le problème que ça pose. Alors il y a deux aspects, il suffit juste de ne pas utiliser son smartphone, de le poser, etc. Et puis ça pose le problème de... Voilà, les mutuelles américaines, enfin clairement, c'est ça, du financement. Non, puis même, au-delà du financement, c'est de la définition des gens par rapport de façon purement comportementale. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas fiable, mais ça veut dire c'est très compliqué, parce qu'après tout,
on peut être dans une période sans être malade, où on va pas dormir de la nuit, pas de trucs machin, etc. Et on se retrouve avec les données qui sont quelque part, qui dit qu'on est je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, ils veulent plus. C'est quoi? C'est l'analyse du clinicien, mais en fait, clairement, moi je trouve, de par notre expérience personnelle, les cliniciens, on a tellement, je trouve que le fait de rentrer en interaction avec un psychiatre et lui expliquer, voilà, on considère qu'on a un début de phase manique ou dépressive, c'est tellement subjectif que là, ça permettrait d'argumenter de manière beaucoup plus objective, d'adapter le traitement médicamenteux beaucoup mieux, le suivi beaucoup mieux, et je pense qu'enfin d'un point de vue cercle vertueux, on aura une qualité de prise en charge de traitement qui serait 100 fois meilleure que ce que ça peut être. Il y a plein de travaux pour essayer d'utiliser des paramètres de ce type-là pour, on va dire, enrichir la perception clinique. Ouais. Il y a plein de travaux dans plein de domaines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la difficulté, c'est que alors, ça pose différentes catégories de problèmes. La première catégorie de problèmes, c'est que malgré tout, il faut que ça soit suffisamment fiable, et c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a un aspect extrêmement individuel. La deuxième catégorie de problèmes, comme je le disais, ce que j'évoquais, c'est la caractéristique de la protection de la vie privée, qui est déjà largement amputée par les nombreuses caméras de surveillance qui nous surveillent partout, etc. Les caméras de surveillance, on n'a pas le choix. On ne peut pas se rendre invisible pour y échapper. Alors qu'une application, on décide de l'installer ou de ne pas l'installer. On est bien d'accord, mais vous savez bien... je suis d'accord, mais voyez bien le genre de problème que ça pose, et voyez bien les réticences qui se feront jour. On évoquait tout à l'heure la difficulté pour les professionnels et pour les enfin, je veux dire, travailler avec les profs, ce qui était évoqué tout à l'heure. Vous imaginez bien que ça va être compliqué pour pas mal de professionnels d'imaginer un instant de proposer des trucs comme ça. Parce que, avec des bonnes raisons, je ne veux pas du tout dire qu'il faut... Moi, je ne suis pas particulièrement frileux avec ces trucs-là. Moi, je suis assez persuadé que un outil ne vient malfaisant que si on s'en sert mal. Mais de temps en temps, on se laisse envahir par les problématiques d'outils. Je veux dire, même si je le sais, il m'est déjà arrivé de me taper sur les doigts avec un marteau. Quoi. Quand on arrête de les utiliser, on a moins de surprises. Exactement, mais enfoncer un clou avec le pouce, c'est compliqué aussi. Ça prend beaucoup plus de temps et c'est douloureux aussi. Donc bon, voilà. Donc un outil n'est qu'un outil. Mais bon voilà, ça pose quand même ces problèmes-là, et ces problèmes-là sont très présents. Vous transférerez des données de santé quand même. Tout à fait, je veux dire, c'est la gestion des données de santé. Alors, une validation de la CNIL. Vous voulez dire pourquoi? Par rapport à MiboLife, bien sûr, bien sûr. On ne fait pas un fichier nominatif, mais bien évidemment, on fait la dossier. Non, bien sûr. Bien sûr, oui, ça c'est. Là, pour le coup, le truc qu'on peut dire, c'est Ubisoft, ils savent faire ça. Je veux dire, c'est leur boulot. Ça, c'est des boîtes avec lesquelles l'avantage, c'est qu'eux, ils ne prennent pas de risques avec des trucs comme ça, parce que je veux dire, c'est quand même leur. Ils font beaucoup moins de fichiers que les médecins. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits en France où il y a des fichiers de médecins informatiques qui ne devraient pas exister. Je ne devrais pas le dire, enfin, c'est quand même tout le monde le sait. Vous êtes peut-être un fichier d'un médecin quelque part. Allez-y, pardon, il y a quelqu'un qui voulait poser. Non, je voulais juste dire que j'ai essayé plusieurs comme ça d'applications sur mon téléphone, sur mon iPhone. Et moi, ce qui me manque vraiment, parce que dans les intervalles libres, j'ai tendance à être cyclotimique. Et là, ça me manque. J'ai vraiment parfois du mal. On peut souvent paramétrer qu'une fois. Donc, il y a toujours des... Moi, je crois qu'un truc très simple manque, parce que les trucs compliqués et tout, on peut évidemment tout inventer. Mais le truc très simple de pouvoir paramétrer le nombre de fois qu'on veut mesurer son humeur, qu'on veut pas, voilà, qu'on décide soi-même ou avec le médecin ou que sais-je. Une fois, je me suis gouré de date, je me suis trompé sur le bouton, ça enregistrait, c'était pas du tout l'humeur que je voulais mettre. Ça veut dire que cette appli était mal faite. Ah voilà, elle est mal faite. Non mais on revient sur les mêmes choses, c'est-à-dire que pour arriver à être productif et créatif dans ce domaine-là, et pour que ce soit vraiment une progrès, il faudrait que ça soit l'initiative de gens qui fabriquent des applis, mais qu'il y ait des utilisateurs et des professionnels, et je pense que c'est ça, ces éléments, parce que la fonctionnalité des applis, il y a plein d'applis qui ne marchent pas très bien, je veux dire, et là, dans ce cas-là, vous avez raison, et c'est typiquement un élément... Tout le monde fait plusieurs versions de ces logiciels, ne croyez pas qu'à la version 1, quelle que soit l'entreprise, tout soit excellent, ça c'est pas vrai. Heureusement d'ailleurs. Ça se saurait, de toute façon. Justement, c'est une question que j'avais concernant BipoLife, c'est comment est assurée la promotion.
est-ce que les médecins psychiatres qui ont des patients souffrant de troubles bipolaires la recommandent? Et puis il y a la question effectivement de l'évaluation d'outils et de versions ultérieures. Alors si Ubisoft ne veut pas communiquer, c'est peut-être difficile de faire une évaluation. Il y a deux choses. Il y a un travail qui est en cours pour évaluer l'efficacité de l'outil. Un travail qui est en cours avec une équipe de Montpellier, donc les différents groupes qui évaluent l'efficacité de l'outil. Donc ça c'est vraiment l'impact de l'outil chez les gens, donc une étude tout à fait sérieuse en cours. Ça c'est le premier élément. La promotion c'était AstraZeneca qui en a fait la promotion, qui a diffusé, qui a donné des trucs, et bon avec les gens qui diffusent, et il faut aussi diffuser le plus possible. Mais parce que c'est utilisable, donc ils continuent à promouvoir, mais c'est pas facile, parce que faire la promotion autour, c'est toute l'ambiguïté, vous avez bien les relations avec l'industrie, pas l'industrie, etc. C'est très compliqué, je n'ai pas de solution simple à ça, parce que c'est vraiment très compliqué. Non mais je veux pas, c'est pas pour me défiler par rapport à ça, mais je ne crois pas que ce soit très facile de... Le bouche à oreille n'est pas facile à maîtriser, il ne faut pas croire ça. Exactement. Il y a l'application Happy Day de Dr Gate qui est pas mal, mais elle est plus pour les dépressions. Tout à fait. Et donc je me demande pourquoi lui c'est lui qui proposait la question, pourquoi il n'a pas fait pour les bipolaires. Si, il s'occupe de bipolaire. Tout à fait. Oui, parce qu'il a travaillé, c'est le thérapie qui a lancé cette application. Il avait demandé, c'est une bonne idée. Happy Day. Mais écoutez, je crois qu'on arrive au terme de... Juste une petite suggestion, docteur. Vous devriez leur suggérer à Michigan de aussi introduire une application, de bloquer la carte bleue quand il y a eu trop de dépenses compulsives, ou en tout cas que ça s'allume en rouge, bling, bling, bling. Et en tout cas, j'aimerais pas que mon psychiatre sache combien elle a carburé. Pas de souci. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis, ce soit très facile de faire ça. Merci beaucoup, professeur.